Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Évidemment, on pouvait pas ne pas vous faire un épisode après cette première semaine. Je sais pas même s'il faut dire que 48 heures parce qu'en réalité, c'est plutôt une semaine de trade absolument dingue en NBA. La NBA a décidé de ne pas laisser la couverture à la Coupe du monde de foot, à l'inverse de Wimbledon qui a complètement disparu, dont personne ne sait qu'en réalité Wimbledon a démarré. La NBA est en folie depuis une semaine avec un nombre de trades absolument hallucinant et on s'est dit qu'on allait quand même vous en parler. Je dis bien des trades et pas des signatures parce qu'en réalité, maintenant, il n'y a plus de signatures qui se font en NBA. Tout se passe par plus ou moins des trades ou des signatures qui sont des trades. Et on est avec Jérém pour pouvoir vous parler de tout ça. Salut Jérém, comment ça va? Bah, écoute, ça va. Franchement, on a un début de free agency. Je me souviens qu'il y avait des étés où on se disait: «Bon, cette année, c'est pas dingue». Là, franchement, on a ça part pied au plancher. J'ai peur que ça s'éteigne un peu vite parce que là, ça part très, très fort. Mais on a quand même eu, une semaine parce que il y a le début de free agency, mais il y a eu les trades qui se sont passés avant, qui est quand même assez exceptionnel entre, déjà des gros mouvements et puis des fonds un peu polémiques comme on a là avec Jaylen Brown où tu sens qu'il y a du dossier qui va sortir tous les jours pendant 2 semaines, ça va être assez fou, quoi. Tout avait démarré avec LaMelo Ball, dont on va parler dans l'épisode Giannis, à Giannis. Minnesota. Et je crois que LaMelo, c'était même avant Yanis. Je crois que c'était la veille de Yanis de mémoire, Ah LaMelo. ouais? OK, Je veux my pas dire bad de alors. bêtises, mais il me semble que c'était avant Yanis ou peut-être le lendemain, t'as raison. Ouais, je crois que c'est le lendemain. En tout cas, tout a démarré avec LaMelo et Yanis. On vous a fait d'ailleurs un épisode sur Yanis avec Paul, n'hésitez pas à aller le voir. Et on vous a fait, on vous a pas fait d'épisode sur LaMelo, mais par contre, vous avez 2 articles, je crois, sur le site que tu as rédigé Ouais, autour de LaMelo, c'est ça, hein? ouais, un côté Hornets parce que je trouvais que le trade n'avait aucun sens et j'essayais de lui donner un sens et j'ai peur que Tu y arrivais? malheureusement, Non, tu y es pas arrivé. on va voir, hein. Pour moi, c'est s'il se passe rien d'ici, 6 mois, ça n'a aucun sens parce que tu t'es mis une balle dans le pied et puis il y a le côté Wolves que j'ai sorti, au moment où enfin, le jour où on enregistre et qui pour le coup, parle un peu de l'impact que pour moi, LaMelo Ball va avoir, dans cette équipe de Minnesota. Et dont on va parler d'ailleurs dans l'épisode, Oui. puisque ça va faire partie des 5 trades dont on va vous parler. On va échanger autour de 5 des mouvements. On essaiera, mais vous connaissez notre capacité à tenir le timing qui est à peu près proche du néant. On essaiera de tenir plus ou moins la quinzaine de minutes sur chacun des trades pour pouvoir essayer de les évoquer. Le but, c'est déjà qu'on pose les premières bases de compréhension de ces trades-là. Probablement qu'on en reparlera dans l'année. Peut-être d'ailleurs qu'on se garde le droit de refaire un épisode plus approfondi, un peu comme on a pu le faire autour de Yanis pour pouvoir parler d'un trade. En tout cas, vous avez par exemple les articles sur le site qui vous permettent d'avoir plus de détails, par exemple sur LaMelo. Vous avez aussi sur le site, d'ailleurs, on vous a mis un article sur l'implication du trade de Yanis côté Bucks. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un peu la contrepartie qu'on n'avait pas fait dans l'épisode avec Paul. Ça vous permettra de la voir. Mais on va pouvoir parler des grands mouvements de cette dernière semaine. Je sais pas si on vous donne tout de suite les trades dont on va parler. Je pense qu'on va les faire chacun à leur tour, même si probablement qu'on aura mis dans les chapitres de l'épisode les trades dont on va vous parler parce que c'est typiquement le genre d'épisode qu'il est intéressant de chapitrer. Écoute, je te propose, mon cher Jérém, on démarre avec le plus gros, Ouais, le plus polémique en tout cas. Je sais le pas si plus c'est le plus gros, mais c'est polémique. le plus polémique. Ouais, on démarre un petit peu avec le mastodonte pour lequel on vous a. Maintenant, on commence à le faire à chaque fois. Il va peut-être falloir que je me calme un peu parce que je pense qu'au bout d'un moment, préparer des visuels à chaque fois, ça va plus m'aller. Mais on va commencer avec le plus gros trade de la semaine, en tout cas le plus polémique. Le plus gros était sans doute celui d'Yanis. C'est l'arrivée de Jaylen Brown aux Sixers. Nous, on enregistre jeudi soir, donc c'était dans la nuit de mercredi à jeudi, qui arrive à Philly contre Paul George. Un premier tour 2028, alors qui est un premier tour supplémentaire s'il est entre 1 et 6 côté Boston, mais qui deviendra un swap s'il est en dessous de 1 1 et huit, 6. 1 8. On aura tout le temps d'en reparler, mais c'est quand même pas rien, parce que c'est entre avoir un seul tour et en avoir deux, c'est pas pareil. Le premier tour 2031 Celtics et 2 seconds tours 2028 et 2030. C'est donc Jaylen Brown qui arrive à finir. On vous a mis quelques éléments juste sur le joueur qu'est Jaylen Brown, mais on va en discuter. C'est un joueur autonome, élite, générateur de mismatch, grosse expérience en playoff, mais plus limité sur la défense et sur la partie création. Jérém, c'était
Le trade qu'on n'attendait pas forcément, celui de Jaylen Brown à Philly. On s'attendait à ce que Jaylen Brown soit trade, mais pas à Philly. Première question, pourquoi Boston a tradé Jaylen Brown? Bah, en fait, alors ça fait polémique depuis hier. C'est-à-dire que moi je comprends que si tu es fan de Boston, on te dit que tu trades, on va dire, le joueur qui est, 2e dans ton organigramme derrière Jason Tatum. Tu t'attends à autre chose que de récupérer Paul George et 1 tour et demi, tu vois, en contrepartie. Maintenant, en fait, alors voilà, moi, au moment où on écrit, j'ai pas sorti d'article, mais il y aura sûrement un article qui sera sorti demain sur le sujet. Et en fait, la question que je me suis posée après le trade, c'est finalement quand on regarde l'échange et quand on regarde le joueur qui est Jaylen Brown, est-ce que on n'avait pas sous les yeux l'idée que ça serait jamais un joueur qui ramènerait 4 ou 5 tours de draft? Euh, Parce que pour moi, c'est quand même un joueur qui a énormément de défauts et qui malgré le volume qu'il a, malgré le fait qu'il a été évoqué toute la saison comme étant, un potentiel MVP, en tout cas quelqu'un qui était dans la course au MVP, que lui-même se soit considéré et évoqué à de multiples reprises comme étant, selon lui, dans une position où il comprenait pas ce qu'il pouvait faire de plus pour y aller. La réalité, c'est que c'est pas un joueur de ce calibre-là et un truc qui m'a amené un petit peu à ça, c'est hier, c'est alors Lev Akabas, c'est un beat writer, autour de la NBA qui avait sorti, une petite stat que j'ai trouvée marrante. En fait, il a pris, un peu le gratin de la ligue, c'est-à-dire parmi les joueurs en activité, tous les joueurs qui ont 5 sélections au All-Star Game ou plus, et il montrait en fait leur on-off depuis qu'ils sont en NBA. Et en fait, dans le lot, il y a que 2 joueurs qui ont un on-off négatif sur l'ensemble de leur carrière et qui ont autant de sélections. Est-ce que tu as vu ce truc et est-ce que tu saurais qui c'est? Donc 2 joueurs à plus de 5 Les sélections All-Star Game, donc un Jaylen Brown plus 1 qui ont un on-off négatif. Ouais, Est-ce que ce serait pas DeRozan? ouais. C'est les 2 seuls joueurs. Bien joué. Déjà bien joué parce que tu l'as sorti C'est vite marrant, c'est appelé le même et profil, hein. Il y a des similitudes dans le profil, c'est marrant. C'est 2 joueurs qui sont des forts joueurs d'isolation, mais qui créent pas du tout pour les autres et qui défensivement sont un peu pénalisants. ouais, 2 joueurs avec une sélection de tir qui est pas très, très moderne et qui alors en plus dans le cas de Jaylen Brown, qui aime beaucoup le mid-range, en plus c'est pas forcément élite dans le domaine. À l'inverse de Donc moi DeRozan. j'avoue que toi je sais que ça t'a choqué, tu vois? La contrepartie de l'échange. Est-ce que le temps passant, tu es en train de revenir à autre chose ou tu es toujours, Alors, moi, j'ai 2 choses à dire. Déjà, la première, c'est que je trouve quand même que quand on regarde Boston, probablement qu'il faut prendre les mouvements de Boston un peu plus dans leur ensemble. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Boston, l'année dernière, a déjà trade Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. En fait, ça fait 2 ans qu'ils sont doucement dans une phase de transition depuis la blessure de Jason Tatum pour aller vers autre chose. Et je trouve que c'est difficile de ne pas ancrer le trade de Jaylen Brown aussi là-dedans. On sait que Boston, c'est une équipe qui a dépensé énormément d'argent pour être championne, bien plus que ce qui était permis, parce qu'on était avant, de mémoire, le first et le second apron, en tout cas, la construction de cet effectif s'était fait avant cette règle-là, et que Boston ne pouvait pas rester dans ces niveaux de dépenses-là, et qu'ils ont changé de propriétaire entre-temps. Et donc ça a en tout cas, on sent qu'il y a un truc un peu de rebuild. Ils comptent pas mal sur Peyton Pritchard, ils comptent pas mal sur Gonzalez. Ils ont une forme de rebuild et je trouve que ça doit quand même s'intégrer là-dedans. Il se trouve quand même que si Paul George a un contrat qui ressemble un peu en durée à celui de Jaylen Brown, il y a 1 an de moins. L'année prochaine, il est quand même dans sa dernière année de contrat. Enfin, en 2027-2028, il sera quand même dans sa dernière année de contrat, ce qui le rend facile à prolonger. Et que Jaylen Brown, au moment où il allait devoir être prolongé, aurait sans doute coûté très très cher pour pouvoir le garder. Donc je trouve que c'est quand même à prendre en compte dans le trade et c'est probablement d'ailleurs aussi à prendre en compte dans la contrepartie que tu arrives à avoir pour Jaylen Brown, la perspective de son montant de prolongation. Moi, le mmh deuxième élément, c'est juste sur le on-off. J'aimerais juste, alors c'est intéressant par contre d'avoir le on-off sur 5 ans. Sur la saison dernière, j'aimerais qu'on mette un petit peu de mesure parce que je l'entends pas assez. Les Celtics, la force des Celtics l'année dernière, c'était d'avoir un banc qui était très bon, mais le 5 était pas très fonctionnel. Et Jaylen Brown jouait tout le temps contre le meilleur 5 adverse, plus ou moins. C'était le target man. Et donc, ce qu'il arrivait à faire quand même en sorte, c'était que ce 5, qui mine de rien était quand même assez faible, hein, le 5 des Celtics, et on l'a vu en playoff, ne soit pas trop impacté dans ses lancements de match. Et je trouve qu'il le faisait pas très bien. Maintenant, sur le trade, je trouve que la contrepartie, de un, je la comprends pas trop, parce que c'est pas vraiment une contrepartie de rebuild. Il y a pas vraiment de jeunes. Alors, il y a quelques pics, mais pas vraiment de jeunes. Et je suis quand même étonné, effectivement, qu'elle soit aussi faible, quoi. Tu récupères un contrat toxique, tu récupères pas de jeunes, possiblement tu récupères qu'un premier tour de draft.
Et le contrat toxique, il est quand même sur 2 ans. Enfin, je suis étonné que tu ne puisses avoir que ça pour Jalen Brown. Et d'ailleurs, moi, ça me fait dire que si je suis les Sixers, ils ont bien eu raison de le faire, de le tenter, quoi, tu vois. Alors, ouais, mais alors moi déjà, il y a un truc qui me c'est que je pense que, tu vois, il y a des trades des fois qui se font dans des mauvais timings. Par exemple, on a dit que la contrepartie pour Giannis, elle est à la fois bonne par rapport à la situation dans laquelle ils se sont mis, mais que tu échangé un mec qui était peut-être, allez, top 3, top 4 NBA, tu aurais pu imaginer aller chercher encore plus. Et la raison, c'est que les Bucks sont peut-être trop attendus pour faire cet échange. Jaylen Brown, si tu regardes, on va dire, médiatiquement, dans, on va dire, la trajectoire, on va dire, d'équipe qu'il y a eu, le fait qu'il y ait pas Tatum et qu'il porte l'équipe, en tout cas, ça a été vendu comme ça, pendant une saison, ils ont vendu au bon moment et malgré tout, la contrepartie est faible et je pense qu'il y a un truc là-dedans. Je sais pas si tu te souviens l'année dernière, vers, octobre, je crois que j'avais fait un article, où je disais que, j'avais la sensation que Jaylen Brown ferait une saison de la même acabit que les saisons précédentes, malgré l'absence de Tatum et malgré le fait que, il y avait eu beaucoup de départs et la raison sur laquelle je m'appuyais, c'est que pour moi, Jaylen Brown, c'est un joueur qui, ne pâtit pas de l'absence, de joueurs forts autour, mais qu'en contrepartie, c'est aussi un joueur qui ne profite pas de la présence de joueurs forts autour. Donc c'est cool, il t'apporte un volume plancher, mais il y a quelque chose, je trouve, qui vient avec son profil et qui est, je trouve, assez rare finalement. C'est que, en fait, quand tu imagines la projection de ce mec dans une équipe, tu peux le plugger dans une équipe, mais tu ne l'intègres pas dans un collectif. Et donc j'ai l'impression que le problème, c'est qu'avec toutes les failles qu'a son jeu, qui est le fait que son efficacité est plutôt faible. Ça fait 2 saisons qu'il est à une efficacité relative à la moyenne, en dessous, hein, donc il est plus faible que la moyenne NBA. Le fait que ce soit pas un super playmaker, le fait que son régime de tir au global est quand même plutôt indigeste dans la mesure où il est pas efficace et qu'il fuit le cercle beaucoup trop souvent par rapport, on va dire, à la puissance physique qu'il a et le fait aussi qu'il ait pas de jeu off-ball, je trouve. On le dit pas assez, mais son jeu off-ball est plutôt limité par rapport à ce qu'il était en début de carrière et je trouve que tout ça mis bout à bout, fait qu'en fait, tu as un joueur dans la projection, une équipe qui est dans une équipe, par exemple, qui se dit: «Je suis fort et je veux aller au titre». Si tu as les bonnes pièces autour, tu te dis pas: «En mettant Jaylen Brown, je vais faire franchir un cap à l'ensemble de mon équipe» et c'est le cas, de joueurs qui ont été tradés, par exemple, je pense à LaMelo Ball, je pense à Giannis et donc pour moi, le problème, c'est qu'en fait, il y a plein d'équipes pour qui la porte, en fait, Jaylen Brown, elle était fermée parce que à moins d'une contrepartie trop faible, tu le veux pas. Ouais, mais en fait, alors déjà, l'efficacité de Jalen Brown, je précise juste, hein, cette année, il est à 99 de TS+, hein. On est à -1, Ouais, enfin, sachant que oui. c'est, je crois, le deuxième plus gros volume ou il est top 5 dans les usages de la ligue, hein. C'est quand même, OK, on est en dessous avec la partie structurelle de jeu de Boston, c'est lui qui prenait les mauvais tirs. Le volume un peu nécessaire de mauvais tirs, c'était plutôt lui qui le prenait, donc les isolations, ce que tu peux pas créer, donc je mets juste un peu de mesure là-dessus. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un profil de joueur autour duquel il est très difficile de créer une connexion avec ton premier meilleur joueur. Mais au final, ça reste quand même un de tes meilleurs joueurs autonomes, deuxième option autonome. Et en fait, Jérém, moi je veux bien entendre ça. Mais est-ce que la version de Jalen Brown, deuxième meilleur joueur de ton équipe, elle ne vaut que ça? Mais moi je pense pas. C'est-à-dire que Jalen Brown, tu le trades il y a 1 an, il vaut plus que ça en deuxième option. Pourquoi? Mais parce que en fait, tu sors d'une saison où il est quand même, champion NBA, MVP des finales. C'est un mec qui quand même dans les playoffs t'assure le niveau d'efficacité moyen, du volume de scoring depuis 5, 6 ans. Il y a quand même des trucs un peu fiables autour de Jaylen Brown. Tu sais qu'en playoffs, ça s'effondre pas et que tu vas pouvoir avoir tes 25 points de Mmh. moyenne et que tu les tiendras à une efficacité qui, dans la moyenne de ce que tu attends en playoffs, est OK, tu vois? Mais ça vaut pas un tour de draft et un contrat toxique. Alors après la Quand question c'est même. est-ce que Par Paul exemple, George je poursuis, je te donne un exemple. vas-y. Prends l'exemple, toi, d'une équipe que tu aimes bien, l'équipe de Denver. Mmh. Enfin, mais moi, je suis Denver, mais s'il faut que j'envoie Jamal Murray et 2 premiers tours pour Jaylen Brown, je pense que je le tente, tu vois? Et c'est Ah déjà mais alors beaucoup plus que Paul George et alors il a pas de Geoff Ball et pour Jokic, c'est compliqué. Mais c'est déjà beaucoup plus que Paul George et un premier tour de draft, quoi. Je compte pas les seconds tours, hein, alors mais c'est bien que tu parles d'Denver parce que justement quand il y avait eu, tu sais, il y a quelques jours avant le trade, ils avaient sorti une liste d'équipes qui était apparemment sur le ouais. sujet de Jaylen Brown et je crois que j'avais fait un tweet en disant: finalement quand on regarde la liste, limite c'est Denver qui fait le plus sens». Alors que je trouvais que déjà à Denver, il y avait plein de
raison de pas le faire. Et là, tu me dis, si je suis Denver, je fais Jamal Murray et 2 tours de draft pour Jaylen Brown. Alors, si pour moi, dans les plus d'aller chercher Jaylen Brown, pour Denver, il y avait un côté, bon, bah, tu récupères un joueur qui est autonome dans une équipe qui a toujours eu du mal avec l'autonomie dans les minutes où Jokic est pas là. Ouais. OK, pourquoi pas. Le problème, c'est que tout le reste, je vois pas pourquoi il le ferait, tu vois? Parce que j'ai beau être le premier à tirer sur Jamal à vue en permanence, la différence fondamentale entre Jamal Murray et Nico et Jaylen Brown, c'est que Jamal Murray, bien que ce soit un joueur qui a des similitudes avec Jaylen Brown, il a réussi à être la pièce fondatrice d'un système à 2 avec Nikola Jokic. Et le Qui ne fonctionne problème, c'est plus. que je ne pense pas. Tu m'entends plus? Qui ne fonctionne plus vraiment. Alors, qui ne fonctionne plus vraiment depuis un an, mais le fait est que Jaylen Brown, lui, tu sais qu'il n'y aura pas de synergie ni avec Nikola Jokic, ni avec qui que ce soit d'autre dans l'effectif. Et donc Denver, qui manque déjà de création, n'aura pas plus de création en enlevant Jamal Murray pour Jaylen Brown. Donc en fait, en réalité, je comprends que Denver n'y soit pas allé. Encore plus s'il faut ajouter des assets qui t'auraient servi à renforcer le reste du collectif. Je pense que pour aller chercher Jaylen Brown, il fallait être une équipe qui a pas grand-chose à perdre et ça tombe bien, c'est le cas des Sixers parce que les Sixers, ils sont bloqués par la santé de Joel Embiid et donc ils sont obligés tant que Joel Embiid n'est pas parti, bah, de se dire autant se maintenir, et faire vivoter cet effectif et Il l'avantage que je vois aux Sixers, je suis désolé, je pardon. finis, excuse-moi, c'est que je me dis, bah, effectivement, pour une équipe qui veut préserver Joel Embiid. L'avantage de Jaylen Brown, c'est que c'est un joueur qui manque très peu de matchs et du coup, tu as un duo Tyrese Maxey, Jaylen Brown qui est très fiable physiquement et qui ont tous les 2 un très gros volume et donc c'est bien pour gérer ta saison régulière. Et je pense que Jaylen Brown aussi paye un autre truc, c'est dans le contexte salarial tel qu'on l'a aujourd'hui, son contrat qui est très très haut. Mmh. Parce que les équipes ont beaucoup moins de flexibilité que par le passé. Et ce contrat-là, dans ce contexte où il y a peu de flexibilité, c'est vrai qu'il est un petit peu embêtant, tu vois. Mais je pense que tu vois, enfin, après c'est des options qui sont prises. Moi, tu vois, j'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais, franchement, si je suis les Lakers, est-ce que j'aurais pas préféré donner tout ce que j'ai donné pour Kessler à Jaylen Brown plutôt qu'à Kessler, tu vois, enfin on va reparler de Kessler après. Bah, j'étais pas loin de me dire qu'en fait peut-être parce que c'est quand même une valeur de joueur qui est nettement supérieure et peut-être qu'en fait Austin Reeves dans l'année tu peux le trade contre un pivot et peut-être qu'en fait envoyer Vanderbilt et la marge que tu avais sur Kessler plus de second tour de draft contre ça et c'était tout aussi intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs il y a des questions qui peuvent se poser. C'est là où bon, nous on n'aime pas trop parler de ça, mais peut-être quand même que joue un peu le fait que depuis le non-trade de Giannis, tout le monde sait que Jaylen Brown il est sur le marché et que c'est des échos hein, qui sont sortis quand même des Mmh. insiders. Alors après ça vaut ce que ça vaut, mais comme quoi sa valeur ne faisait que baisser parce que normalement à la fois il y a pas grand monde d'intéressé et à la fois tout le monde sait que Boston veut s'en séparer et du coup bah plus le temps passe, plus la valeur elle peut baisser jusqu'à tenir Mmh. une valeur qui est assez basse sur laquelle bon, au bout d'un moment quelqu'un s'engage quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec ça, mais après on en avait déjà discuté, c'est, le côté. Oui, ce joueur est disponible et finalement, il y a pas un gros marché pour lui, donc sa valeur baisse. Mais ça veut bien dire qu'il y a un souci aussi avec Jaylen Brown, c'est qu'il y a d'autres joueurs dans la même situation qui, a priori d'ailleurs la plupart des joueurs, je veux dire, on va en parler après, mais Kawhi Leonard part pour plus que Jaylen Brown, alors qu'il a 6 ans de plus et qu'il s'est montré plutôt injury-prone sur la seconde partie de sa carrière. Et pour autant, bah, il y a une équipe qui a donné plus, de valeur joueur potentiellement. Alors bon, en vrai, c'est Brandon Ingram, donc je suis pas sûr de ce que je dis. Mais en tout cas, qui a donné beaucoup plus de valeur draft pour un joueur qui a peut-être 2, 3 ans maximum, devant lui. Donc, je pense qu'il y a un véritable sujet avec la situation de Jaylen Brown qui, en fait, il est pluggable facilement, mais il fait exploser la valeur de ton effectif, bah, à peu près nulle part, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est le fond du problème. Est-ce que tu penses qu'ils se sont un peu précipités? Non. Non? OK. Bah, en fait, non, c'est-à-dire je pense qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose. Leur effectif effectivement a été rajeuni et il y a aussi la réalité, c'est qu'ils savent pas trop quel niveau aura Jason Tatum l'année prochaine et je pense qu'ils se sont dit: «Avec ce duo, on gagnera plus le titre». D'ailleurs, tu parlais du contrat de Jaylen Brown, mais en réalité, quelque chose qui marque un petit peu la fin de ce prime de cette équipe des Celtics, c'est le moment où il faut payer énormément pour Jaylen Brown et Jason Tatum et du coup, c'est un peu plus dur de faire tenir un roster très compétitif, je pense, avec, notamment Jaylen Brown avec un contrat max et c'est le cas d'autres franchises et a fortiori, comme tu le disais, avec le nouveau CBA.
Ouais, non, mais je pense que tout le monde a un peu peur de payer ce contrat max à Jalen Brown et que ça lui a fait très mal. Je pense que ça lui a fait très mal dans ce trade. N'en reste que, alors, on va peut-être pas trop épiloguer sur cette partie-là parce que finalement, c'était intéressant comme débat autour de la valeur de Jalen Brown. N'en reste que moi, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs endroits où il pouvait tomber. Parce que, Philly étant une équipe qui, manque vraiment de création pour les autres, je trouve qu'une orientation vers une attaque, très optimisée sur l'attaque de mismatch, ce qui leur a manqué, moi, je trouve, dans les derniers playoffs quand même. Je trouve que dès que Embiid a été bloqué sur l'attaque de mismatch, il leur manquait vraiment d'autres armes sur de l'attaque de mismatch et comme ils ont pas un créateur ultime pour les autres, bah, en fait, tu es obligé de jouer comme ça. Je trouve que là, les Sixers, ils se retrouvent quand même dans un truc où tu as alors, le meneur de jeu, il est plutôt sur de l'attaque de mismatch, soit si vraiment il y a un gros mismatch sur les lignes arrière, mais qui va plutôt être en tournant autour de Embiid. Ils ont l'attaquant ultime de mismatch, si jamais il y a un problème à l'intérieur. Ils rajoutent un gros attaquant de mismatch, sur les lignes, enfin sur les ailes. Je trouve que s'ils arrivent à construire une bonne défense, et j'aime beaucoup la signature d'Inwade, en ce sens, je trouve que c'est cohérent en fait, ce qu'ils veulent faire, tu vois? Sur un truc vraiment de full attaque de mismatch, je trouve ça assez cohérent. Ouais, je suis d'accord. Alors sur la partie, on va dire, observateur que je suis, j'avoue que je suis pas du tout emballé par, ce à quoi va ressembler le Ouais, jeu non, des mais ça, on est Sixers. d'accord. Ouais, ça va être Je pense que affreux. ça va être horrible. Mmh. Je suis d'accord avec toi que c'est fonctionnel dans la mesure où ils manquent de création pour autrui et tu vois, c'est là où alors il y a une forme d'ambivalence. D'un côté, tu te dis, bah, ils ont saisi une opportunité d'avoir un joueur qui peut faire, en gros de la sanction de mismatch parce qu'il manque de ça. En même temps, à 60 millions, c'est vrai que tu aurais pu imaginer un joueur qui apporte cette, création pour autrui. Bon, voilà, après, Ouais, ils ont mais pas c'était payé dans très une situation un cher, peu ils se sont débarrassés de particulière, Paul George. c'est que ça avait un joueur qui valait que dalle, ouais. Ouais, C'est ouais. ça, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que, on va dire, en fait, tu patches un problème, ça risque de continuer à fuir, mais tu patches un problème et je pense que la condition pour que ça fonctionne, tu l'as dit, c'est la défense. Ce qui fait un peu peur, c'est que du coup, c'est une association avec, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et un Joel Embiid qui est, clairement sur, un genou. Et donc j'ai peur que ce soit dur de monter une vraie bonne défense. Or, pour que fonctionne ce type de système qui manque de création et donc il y a du mal à élever le niveau, de Une jeu des grosse relayeurs, souvent il faut de la qualité de passe. une grosse défense et de la transition. Ce qu'ils ont un C'est peu ça. avec Edgecombe et Maxime, mais c'est pas non plus une top équipe de transition et Jalen Brown t'apporte pas spécialement ça. Et ouais, moi je suis d'accord, Philly a tout pour être une équipe qui va gagner plus de matchs que l'année dernière, mais qui sera pas vraiment un danger, enfin pour moi, tu vois, là, je vois dans les rankings US, là, ils les mettent tout de suite dans le top de l'Est. Alors moi, j'y suis pas du tout, même avec un Joel Embiid qui peut jouer, hein, j'y suis pas du tout, hein. Je suis juste dans une équipe qui va être très solide, qui sera un peu meilleure que l'année dernière. J'ajoute quand même qu'on avait dit dans le podcast avec Matt que, c'était sans doute une très bonne occasion pour Philly, que Paul George avait repris un peu de code sur les 15 derniers matchs de la saison et durant les playoffs. Enfin bref, on avait dit avec Matt, je sais plus si c'est Matt ou moi, il me semble que c'est moi, mais on avait dit que c'était sans doute une bonne opportunité pour, ne pas traîner et de pas se taper les 2 ans de plus de Paul George et tout de suite essayer de le trade, même si ça leur coûtait un tour de draft. C'est exactement ce qu'on avait dit et puis c'est ce qui s'est passé. Mais j'aurais Mmh. jamais pensé qu'en faisant ça, ils aillent chercher un Jaylen Brown malgré tout, quoi, tu vois? Ça reste quand même un bon choix pour ça. Moi, je m'attendais plutôt à réussir à le liquider en amenant un tour de draft. Bon, ils font quand même plus que le liquider, ils ont quand même, moi, je trouve un up. Ouais, en fait, alors je pense que où ils sont vraiment gagnants, c'est en saison régulière parce que tu as quelqu'un de beaucoup plus durable avec Jaylen Brown. Je pense qu'une partie de leur victoire va aussi venir du fait que, bah, contrairement à Paul George qui a dû jouer genre 35 matchs la saison dernière en saison régulière, là, tu as un joueur qui peut en jouer, le double. Hem Pour et moi, c'est pas que ça. Pour moi, il y a un autre truc que ça apporte, c'est que, alors évidemment, ça c'est c'est le essentiel, hein. volume. Ouais, ouais, le volume, parce que moi je trouve quand même qu'il y avait un gros souci dans cette équipe des Sixers, c'est que, ils se retrouvaient à des moments où l'attaque de Maxey est pas fonctionnelle, ce qui peut arriver, et où l'attaque d'Embiid ne l'était pas vraiment non plus, où il était pas sur le terrain, parce que de toute façon il peut pas jouer 48 minutes, il peut jouer que 25-30 minutes. Et Paul George arrivait à exister par séquences sur de la création pour lui, mais qui étaient des séquences très courtes. Et on voyait à quel point elle faisait du bien et que c'était nécessaire dans le jeu de Philly. Mais c'était beaucoup trop court, c'était 2-3 pull-ups. Et souvent, en fait, tu avais un petit coup d'emballement dans la première mi-temps et tu disais, bah, c'est cool, en fait, Paul George, il peut te débloquer ça. Et puis tu le retrouvais pas du tout dans la deuxième mi-temps et tu voyais à quel point ça manquait, quoi. Et je trouve que Jalen Brown va quand même pouvoir amener ça. Ouais, C'est une alors équipe après qui la peut co pas créer pour les autres, hein. C'est une équipe qui a pas de non, non, mais c'est création, ça. qui sont obligés de créer par l'individualité, hein. Par contre, moi, j'ai l'impression et après il faudra voir ce que va faire, Philly sur le reste de sa free agency parce que
Là, on a une version où ils ont perdu quand même, Quentin Grimes. Bon, Kelly Oubre, je sais que Matt est en train de fêter à cette heure-là son départ, mais du coup, je trouve que Paul George aujourd'hui est encore un meilleur défenseur que Jaylen Brown. Donc ça risque ça, je trouve, de pas spécialement arranger leurs affaires et donc j'ai hâte de voir les role players qu'ils vont aller chercher parce que, bon, le banc de Philly avait quand même pas mal de joueurs un peu pénibles du type Drummond et cetera. Il y a peut-être moyen de compenser largement là-dessus, quoi. Ouais, Dean Wade est un très bon défenseur, hein, quand même, hein. Oui, Ils prennent Dean Wade qui est un bon défenseur, mais Oubre c'est était 1 pour vraiment une 4, tu vois? passoire. Enfin, c'est une arrivée pour 3 départs, quoi. Ouais, 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 oui, oui, non, mais bien sûr, mais Oubre était comme vraiment pas très bon en défense. Oui, Bon, Jaylen Brown, le problème, c'est il a des oublis off ball et c'est pas un très bon défenseur, mais tu as toujours un peu cet espoir qu'au ça soit pas un poids. Le problème qu'avait Philly, c'est qu'ils avaient souvent 2 poids dans leur 5 avec Embiid et Oubre. Ils peuvent peut-être être dans un truc où il y a finalement qu'un poids, c'est Embiid, et qui, bien contextualisé, peut être comme un bon protecteur de cercle, tu vois? Enfin, je suis d'accord, ils perdent le playmaking de Paul George, mais peut-être que, le playmaking qui était nécessaire de Paul George, ils peuvent en avoir un peu moins besoin, structurellement, à voir, quoi. c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que, en tout cas, la projection de dire: «Ah bah, maintenant avec Jaylen Brown, c'est une top équipe de l'Est», honnêtement, je suis pas convaincu du tout, et puis Non. surtout que tu auras toujours enfin, cette épée de Damoclès de tu sais pas du tout si Embiid sera là le match d'après, donc Et malheureusement, du coup, in fine, d'ailleurs, ça te pose la question de l'intérêt d'avoir fait ce move, sachant que tu as Joe Embiid, quoi. Enfin, moi, je bah, Embiid, il lui reste combien de contrat? 2-3 ah, ans, c'est non? long, hein. Ah oui, c'est long Ah ouais. encore, hein. Ah mais Donc en ouais, fait, à moins qu'il décide de prendre sa retraite, tu bloqué parce que je pense que pour le coup, non, mais tu es je vois pas bloqué, mais tu aurais qui pu garder tes acceptera tours de de prendre draft le pour contrat commencer à d'Embiid, quoi. reconstruire. Tu aurais pu garder tes tours de draft pour commencer à reconstruire, trader Maxey contre des tours de draft, pour en fait, OK, bah, tu as 4 ans où tu es mort, tu as 4 ans où tu es mort, quoi, tu vois? Enfin, ça arrive, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup d'équipes qui refusent cette destinée-là quand même, hein, Ouais, ouais, non, mais c'est sûr et 4 ans, c'est long, hein. 4 ans, c'est très, très loin. ouais. On passe au deuxième trade, Jérém? Allons-y. Deuxième trade dont vous voulez vous parler, après être passé par l'équipe, ex-équipe d'Azad, enfin c'est toujours l'équipe d'Azad, mais Azad n'est plus chez nous, enfin, c'était, l'équipe d'Azad et surtout l'équipe de Matt. On va passer aux Lakers qui ne sont plus l'équipe, de personne, chez nous maintenant, Ouais. avec, l'arrivée Tu pas dit pourquoi d'ailleurs, ouais, parce que moi, mon équipe, c'est l'équipe de LeBron James, c'est pas les Lakers. Je suis très, très content d'être libéré des Lakers, cette putain de salle de merde dans laquelle je me faisais chier comme un rat mort parce il y avait jamais d'ambiance. Tu sais pas à quel point je suis ravi de plus avoir à me taper la Crypto Arena. C'est un vrai plaisir et puis j'espère que je vais devoir me taper l'Oracle Arena. Bref, en tout cas, les Lakers autour de Luka Doncic ont fait arriver, c'est le plus gros trade, mais on va partir un peu de l'ensemble. La grosse arrivée, c'est l'arrivée de Walker Kessler qui arrive aux Lakers contre juste des assets dans tous les sens. Enfin, c'est un petit peu hallucinant tout ce qu'ont lâché les Lakers pour Baker Kessler. Un premier tour 2031-2033, les swaps 2028-2030 et en plus, quand même un beau contrat à 130 millions sur 4 ans pour faire arriver Kessler qui coche certaines cases dont avaient besoin les Lakers. C'est un gros rebondeur, un gros protecteur de cercle, ils en avaient besoin. C'est un hub offensif qu'on a vu en développement. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder la vidéo qu'il y a sur la chaîne sur Walker Kessler qu'on avait fait en début d'année dernière, avant qu'il se blesse, vu qu'il joue jamais. Qu'il il a joue rejoué la saison après ça non, ou? non, non, Ouais, saison vraiment, blanche. ouais. Il a rien joué Joué cette peu de saison. matchs. Il a loupé 95 matchs en 2 ans. 95 matchs en 2 ans. Mais qui par contre, les Lakers avaient besoin de trouver un peu de verticalité. Il n'en a pas vraiment, il a pas non plus vraiment de toucher au cercle. Et l'autre point quand même qui pose un peu question, c'est que c'est un pivot de défense de drop, alors que Redick est comme un coach qui aime beaucoup jouer en switch. S'ajoute à l'arrivée de Kessler, bon, la draft de Cameron Carr que moi j'aime beaucoup, mais surtout les arrivées, enfin je sais pas si je veux dire mais surtout, mais aussi, on va dire, les arrivées de Quentin Grimes et il me manque le dernier qui est arrivé, tu vas m'aider, c'est Sandro Mamashvili qui arrive sur le poste 4. Je prends pas le risque de prononcer ce nom. Bon, moi non plus, normalement, je dis Sandro, je vais pas à ce niveau de risque-là. Par quoi on démarre, j'aime? Par quoi on démarre? Bon, peut-être on peut démarrer par la base. Est-ce que Kessler te semble être le bon joueur pour matcher ce nouveau roster? Je veux dire, on enlève Kessler du roster. Est-ce que pour toi, c'est le pivot qu'il fallait dans ce roster? Alors pour moi non. Déjà, je sais que beaucoup de monde voulait que les Lakers s'investissent sur un pivot. Je comprends la logique qu'il y a derrière, il y a pas de souci. Il y avait une part de moi qui se disait que
J'aurais préféré que les Lakers jouent plutôt sur la multitude et sur la polyvalence des, ailiers notamment. Ouais. Donc vraiment ils investissent dans la free agency sur des ailiers, bons défenseurs, capables de jouer des 2 côtés du terrain. Je trouvais que finalement DeAndre Ayton slash Jackson Hayes, c'était certes un peu faible, mais ça avait l'avantage de pas être cher et DeAndre Ayton, je trouve que dans le profil, ça pouvait être suffisant et du coup, ça te permettrait de mettre l'argent sur vraiment une vraie profondeur à l'arrière, sur les ailes, conserver Marcus Smart, essayer de, tu vois, d'aller arracher éventuellement un Lou Dort ou des mecs comme ça qui pouvaient être éventuellement expulsés d'équipe. Donc de base, je trouve l'investissement sur le pivot, trop cher et j'aurais préféré voir une saison de plus avant d'aller chercher, un Walker Kessler. En plus de ça, je trouve le prix en termes de contrat vraiment élevé, même si, les Lakers avaient beaucoup de cap space et je trouve que la contrepartie en tour de draft, qui est les restes de réserve que les Lakers avaient pour Walker Kessler qui, comme tu le disais, a raté 95 matchs en 2 ans. Moi, je comprends pas. Je trouve qu'il y a trop de limites dans son jeu pour investir à ce point sur lui et donc de base, déjà sans parler des autres arrivées, j'aime pas. Alors, peut-être qu'on peut commencer par le commencement. Je trouve que les Lakers avaient réussi à se constituer une occasion de rêve. Le fait de ne pas garder LeBron faisait totalement sens parce que, à partir du moment où tu décidais de garder Austin Reeves, tu devais tout miser sur la free agency 2027. Pourquoi? Parce qu'Austin Reeves avait un cap hold assez faible, autour de 18 ou 20 millions, ce qui leur permettait d'avoir 50 millions de disponibles pour construire autour. En fait, Austin Reeves, vous avez eu le contrat annoncé d'Austin Reeves, mais en fait, il va signer en fin de free agency pour que justement les Lakers puissent recruter. Et donc, ils avaient un contexte assez favorable parce que c'était une des seules équipes qui, pour le coup, avait de l'argent vraiment à dépenser, vraiment beaucoup d'argent à dépenser. Ce qui est un moment un peu charnière. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, on récupère plus grand-chose à la free agency. Et donc, du coup, déjà, ça, je trouve, enfin, on fera peut-être qu'on en reparle un jour, mais ça pose une vraie question sur ces stratégies-là de miser sur les free agency qui ne marchent plus du tout. Preuve en est, les Lakers prennent rien. Ouais, Non, mais en fait, les free agency, c'est maintenant, c'est devenu une sorte de sous-marché pour, des role players, moins quoi, tu vois? C'est-à-dire, c'est pas le top du haut de panier des role players, où il y en a ils sont pas tous là et il y a plus de vraiment de stars qui sont plus tard. accessibles par la free agency. Et même les role-players, tu dois les récupérer par les signing trades, souvent, qui te font perdre des pics. Enfin, c'est un peu bordélique, quoi. Là, après, c'est le cas parce que c'est des joueurs sur lesquels il y a une restriction et que le Jazz, en fait, avait une situation en or où ils pouvaient se dire: «Ah non, mais moi, j'ai pas de problème à le payer donc bah, si tu veux que je lui donne si tu veux, je ne m'aligne pas, bah, il faut que tu me payes pour que je ne m'aligne pas». Donc c'est vrai que Danny Ainge, qui avait beaucoup aidé d'ailleurs les Lakers à l'époque où ils avaient récupéré Russell Westbrook, cette fois, c'est beaucoup mieux défendu et a abusé des Lakers, quoi. Sur le roster des Lakers, moi, je trouve qu'il fallait un up, un up en pivot, parce que autant Jackson Hayes en remplaçant, je trouvais ça pas mal, autant Ayton en starter, c'est insuffisant dans une conférence Ouest qui est quand même surarmée sur les postes de pivot. Et si tu veux aller au titre, tu peux pas y aller avec DeAndre Ayton face au Victor, au Jokic, au Hartenstein, Holmgren. Enfin, pour moi, c'est du suicide total. Donc ça, pour moi, c'était pas jouable. Mais le gros problème que j'ai, c'est la valeur qui a été prise dans Kessler. Et effectivement, moi, j'aurais largement préféré que les Lakers investissent sur des ailiers. Pour moi, le vrai besoin, c'était des ailiers parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les protecteurs de cercle, à moins que tu sois dans le dernier tiers, c'est même pas un tiers, c'est le dernier dixième, donc les Victor, les Rudy et les AD d'il y a quelques années, on voit que même Holmgren, ça suffit pas de faire une défense. En fait, les protecteurs de cercle ne te font pas une défense. Il faut que tu aies des ailiers qui te tiennent les extérieurs pour faire de la décélération et le protecteur de cercle vient finir ça. Dans ce contexte-là, je trouve qu'ils font n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Parce que soit tu devais chercher un petit up en pivot, genre aller chercher Nick Claxton, qui quand même est parti pour rien aux Bulls, contre un premier tour de draft, ou voire même 2 tours de draft, mais tu gardes toute ta flexibilité. Soit il fallait mettre 40 millions sur Kessler et tu lâches pas tes tours de draft et tu les envoies dans des ailiers. Parce qu'à 40 millions, je pense que le Jazz s'y mettait pas, ou alors tant pis, à 40 millions, tu le laisses partir et puis tu vas sur quelqu'un d'autre. Mais le vrai besoin, pour moi, c'était des ailiers, tu vois. Et là, ils peuvent pas aller chercher des Peyton Watson, ils peuvent pas aller chercher des Lou Dort. Je sais même pas s'ils vont pouvoir prolonger Rui Hachimura. Tout ça pour un protecteur de cercle. Enfin, alors là, vraiment, pour moi, c'est n'importe quoi. Je finis juste là-dessus. J'ai vu passer sur Twitter et je comprends ce qui est dit, de dire que, c'est notamment Flo qu'on a eu dans le podcast il y a pas longtemps, de dire que ce qui est construit est cohérent. Il y a de la cohérence offensive. Je suis d'accord, il y a de la cohérence offensive. Mais il n'y a pas de cohérence défensive. Et deux, c'est trop faible.
en termes de niveau, c'est trop faible en fait. Tu peux être cohérent si c'est naze en termes de niveau. Là, tu vois, Paul nous disait ça dans la conv. Lucas, il prend 15 matchs, il prend 15-20 matchs de blessure. Je pense que c'est la Bérésina, hein. C'est la Bérésina, hein. D'ailleurs, pour dire quelque chose que tu as dit, en fait, mais pour le dire de manière plus explicite, un des contrats qui venait avec l'arrivée de Luka Doncic, c'est qu'ils avaient une fenêtre d'un été où ils allaient pouvoir re-signer Austin Reeves, fenêtre dans laquelle, comme tu disais, le cap hold te permettait d'avoir énormément de cap space. Et donc cet été, c'était un peu l'été ou jamais pour construire un roster en position de batailler pour le titre. Et c'est pour ça que je comprends pas le choix de Walker Kessler. En tout cas, J'ajoute même, Jérém, soit construire un roster pour pouvoir jouer le titre, soit pour avoir de la valeur à trade. J'ajoute ça. Parce que d'accord. ça aurait pu être l'autre option, c'est d'avoir de la valeur à trade. Ce qu'ils ils ont fait ni l'un ni l'autre. Je te laisse finir. C'est ça. Et c'est pour ça que le Walker Kessler me gêne, parce que ce qu'on a vu dans les playoffs, c'est comme tu disais déjà, un pivot ne fait plus suffisamment de travail pour t'assurer une défense, et que ce qui compte, c'est la profondeur et la profondeur défensive. Je pense que beaucoup d'équipes qui ont été construites pour le titre il y a 4-5 ans, elles sont à ce point dans la merde, et je pense à Denver aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il y a eu un switch de ce qui est important. Et avant, c'était l'attaque. Maintenant, la défense prend plus de place. Et les Lakers sont allés complètement à contre-courant de ce dont ils avaient besoin, quoi. Et d'ailleurs, très bon exemple, les Knicks, hein, qui, eux, ont misé sur de la profondeur défensive sur les ailes et pas au poste de pivot. Au poste de pivot, ils sont plutôt allés chercher de l'attaque, enfin en tout cas du talent, parce qu'il fallait avoir du talent ailleurs, peu importe, on aurait pu le trouver ailleurs, mais qu'en tout cas, c'est bien les ailes qui ont permis de couvrir Jalen Brunson. Et là, c'est assez hallucinant. Tu peux quand même ajouter à ça que Walker Kessler est un joueur qui ne joue jamais. Enfin, je veux dire, ça fait 2 ans qu'il joue pas, donc bon, ça compte quand même, quoi. Moi, je sais que c'est un peu impensif, mais j'ai tendance à répéter que la première qualité d'un joueur, c'est quand même d'être sur le terrain. Et tu vois, dans ce contexte-là, mais je suis même moi à dire, mais quitte à lâcher tout ça, mais lâche-le pour Jalen Duren. Si vraiment c'est ton truc, Ah va oui. au bout de ton pari, quoi. Tu vas au bout de ton pari, tu vas au moins chercher un pivot d'attaque qui a un vrai volume, tu vas miser un peu tout sur l'optimisation offensive. Tu te dis, bon, en fait, les playoffs, c'était un raté. Il a que 22 ans, on fait ce pari-là, et puis on y va sur Jalen Duren. Mais là, Kessler, pour moi, c'est. Je disais ça sur Twitter hier, je le pense vraiment. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un panic buy. Pour moi, c'est un panic buy. C'est pas un joueur cata, loin de là, mais c'est un panic buy. C'est beaucoup trop cher. Ça correspond. Sur le papier, tu dis ça correspond à tes besoins, mais quand tu vas dans le détail, en fait, pas vraiment. C'est plus ou moins tes besoins, et j'y suis pas du tout, quoi. Enfin, là, je suis pas dans le train du tout, hein. Puis même le côté qu'on a entrevu, dont tu parlais de hub offensif, c'est pas tellement ce dont Luka a besoin, tu vois. Mais même Reeves. Donc, Mais même Reeves. Reeves est bah, c'est ça. intéressant là-dedans, mais Reeves, on a bien vu, en fait, c'est un genre de pick and roll. C'est là où il est très cool. Alors oui, il peut prendre un peu de end-off et tout, mais t'es pas non plus là-dedans, quoi. Donc Ils vont pas après, tu tous peux faire un genre de imaginer Kessler. que Walker Kessler sur le short roll, il peut être intéressant parce qu'il a montré ce côté hub offensif. Mais dans tous les cas, le prix payé, que ce soit en termes d'assets ou en termes de juste de contrats donnés, bah, ça ruine un peu tout. Et en plus, sans se concentrer que sur lui, les autres signatures, oui, il y a une cohérence, mais enfin en termes de talent brut, c'est trop léger. Mais j'y suis même pas, moi, sur la cohérence. Alors, juste sur Kessler, j'ajoute le hub offensif de Kessler, une fois de plus, allez regarder la vidéo, vous le verrez dans le détail, mais le hub offensif de Kessler, c'est dans un système assez particulier, hein. C'est dans le système j'ai sa tête, mais son nom me manque, Hardy, de, de, Will Hardy. de Will Hardy, merci, où il était beaucoup balle en main en tête de raquette. C'était pas du tout sur du short roll, hein. C'est plutôt sur de la Non, passe, non, en fait, où la raquette est libérée parce qu'il avait développé un petit peu de tir. Bon, Reddick, il joue pas comme ça, hein. C'est pas le jeu de Lucas, de toute façon. Tu vas pas, ça n'a aucun sens quand tu as Luka Doncic et Austin Reeves de développer un jeu avec Kessler en hub offensif à 3 points qui gère des cuts. Ça n'a aucun sens. Donc tu le feras non, pas. non, non, mais ce que je disais, c'était que vu qu'on avait vu du passing en hub offensif, peut-être que tu le récupérerais ailleurs, ce passing. Notamment sur du short roll dans le jeu avec Reeves, par exemple. Mais bon, Il ça faut de la restera mobilité, il anecdotique. faut de la souplesse pour Oui, être bon sur le short roll, ce qu'il a ouais, pas. ouais. Il faut un peu de toucher au cercle pour amener de la présence, ce qu'il a pas. Après, il peut finir quand il est proche, il est grand et puissant, mais oh, moi, je Et comprends pas ce trade. Je Et j'ai comprends pas vu un cette des fans des signature. Lakers, défendre le truc en disant: «Non mais enfin, Walker Kessler, on réalise pas à quel point il a une capacité à progresser», mais honnêtement, pas dans les mesures où on lui donne un contrat qui semblait déjà élevé pour Jalen Duren, tu vois? Et en fait, comme tu disais, je comprendrais mieux d'avoir fait un all-in sur Jalen Duren quand je vois le Bien salaire de sûr. Walker Kessler, parce qu'au moins il y a le côté, bon, bah, on n'a pas encore gratté tout le potentiel, donc on peut peut-être avoir vraiment une très, très grosse présence près du cercle. Là, on n'aura pas ça, donc Et puis en surtout, tant mais que en pourquoi? tant que Mais qu'équipe concurrente, je suis content parce que je me dis: «Bon, bah, les Lakers là, mais surtout, pourquoi pas plutôt donner 40 millions à ton pivot et faire un pick, un truc Vanderbilt plus deux first pick pour un très bon ailier?
Ça n'a aucun sens. Ce qui aurait pu avoir du sens, c'est tu donnes 40 millions au pivot, comme ça l'autre équipe se positionne pas. Tu mettais 40 millions sur Duren, probablement que des trois se positionnaient pas, et 40 sur Kessler, ils se positionnaient pas, Jazz. Et après, tu faisais à côté un bundle Vanderbilt et deux first pick pour aller chercher un très bon ailier défensif qui a pas le compromis de tir, tu vois. Oui. Le seul truc sur lequel je t'arrête, c'est il faut que tu arrêtes ce fantasme de Vanderbilt plus des choses. Vanderbilt, je pense que c'est un asset négatif, donc en fait, Mais non. Ouais, mais 2 premiers tours de draft, c'est quand même pas rien, tu vois. oui, mais du coup, il faut une cible, tu vois? Je veux Ouais, dire, je comprends l'idée. par exemple, si tu arrives au Thunder en disant: «Il y a Lou Dort, je te donne 2 tours de draft», ils te disent: «Pourquoi pas?» Tu me donnes Vanderbilt, je te prends pas, tu vois? Et moi Donc et moi j'ajoute quand même que dans ces trades-là, le truc de Grimes, moi je trouve pas ça si bien que ça, hein. Il est quand même payé cher Grimes, hein. Ils l'ont pris à oui, 15 millions l'année. Pour moi, c'est pas le profil qu'il faut avec Reeves et Lucas. Pour moi, avec Reeves et Lucas, faut un ailier grand, long. Grimes, il est cool si tu as déjà une bonne défense parce qu'il te fait un peu de connecting, il peut te faire un peu de point of attack. Mais c'est pas de ça dont ils ont besoin les Lakers. Ils avaient besoin bien plus pour moi d'un Peyton Watson, tu vois, que d'un Grimes. Pour moi, Grimes, ça va être enfin, ça a pas de sens. Limite, il fallait. Tu vois, par exemple, je trouve que Marcus, si tu vas aller sur un joueur en dessous de 2 mètres, faut mieux prendre un vrai élite défensif et donc Marcus Smart qui que a fait Colin 3 fois Sexton. 7 à Houston que Grimes à 15. Mmh. Enfin, vraiment, je comprends pas du tout ce qu'ont fait les Lakers. Pour moi, ça a pas de sens. Et Et est-ce ça qu'il y va a un peut-être joueur être qui a pas si mauvais parce que quand tu as Reeves et Lucas, de toute façon, tu as une base de créa qui est hyper cool, mais est-ce qu'il y a un joueur là qui est arrivé qui a été payé à sa juste valeur? Moi, j'ai pas même l'impression. Sandro, c'est un peu cher, hein. Bah, c'est cher, je trouve, ouais. Même Sandro, c'est un peu cher. Et même moi, je vais même aller plus loin. Pour moi, ils ont pas gardé le bon pivot backup, hein. Pour moi, le bon pivot backup à garder, c'était Jackson Hayes, c'était pas DeAndre Ayton, hein. Parce que DeAndre Ayton en pivot backup, moi j'attends de voir, hein. Il peut vite te Il peut casser mal les le prendre. pieds. Mmh. Il va pas t'apporter le truc que t'apporte Jackson Hayes, qui est juste, bah, tu le mets avec Luka Doncic et il t'apporte du rim run et il t'apporte un peu de protection de cercle. Même pour moi, le pivot backup, ils ont pas gardé le bon. Ils ont gardé celui qui a le plus de talent, mais après effectivement, je suis pas sûr qu'il apprécie le rôle, ouais. Le seul truc qui est cool, c'est que si Kessler est blessé 30 matchs, bah, tu auras au moins DeAndre Ayton. Mais bon, Ce qui risque d'arriver d'ailleurs, enfin, ce qui a une bonne probabilité d'arriver donc mais bon. du coup, Kessler, ça a pas de sens de tout. Enfin bref, c'est une Non, catastrophe. pas convaincu du tout par Pas du tout convaincu. Ouais. l'intersaison express, hein, parce qu'ils l'ont plié en 1 heure et demie, mais Alerte rouge hein, quand même sur Lucas, hein, parce que Lucas, il lui reste 2 ans de contrat, c'est long 2 ans. Il peut se passer plein de trucs en 2 ans, énormément de choses. Mais alerte rouge parce que Lucas, je sais pas comment il envisage le truc, mais il y a un monde où ça lui a bien cassé les couilles hein, quand même cet été, hein. bah, disons que Lucas, autant je pense qu'à Dallas, il aurait pu encaisser des saisons un peu difficiles, autant bon, depuis qu'il a été tradé par Dallas, il a pas vraiment une attache très forte aux Lakers, je pense, donc moi ça m'étonnerait pas de le voir au bout de 2 ans frustré, dire: «Bon écoutez, moi Là, il est quand je même m'en dans vais, un quoi». contexte où lui, il a envie de gagner tout de suite. Mmh. On lui a enlevé Rui Et il a raison, Hachimura. hein, parce que, il a pas un physique où tu te dis à 37 ans, il sera encore au sommet de sa carrière comme certains, quoi. Il se retrouve avec, il a perdu Rui Hachimura qui était son meilleur spacer. Il a perdu Jackson Hayes avec qui ça fonctionnait bien et il a perdu LeBron James et en contrepartie, on lui a donné Quentin Grimes. Oh, c'est cool, mais ça fait pas non plus rêver. Sandro, oh, c'est cool, mais ça fait pas rêver. Et Walker Kessler, quoi. Enfin, l'effectif des Mmh. Lakers, c'est pas amélioré. Il est plus cohérent, ça, ok, mais c'est pas spécialement amélioré, hein. Non, non. C'est, Non, bah, non, ils ont moins de talent, hein. Et puis ils ont plus le i à partir de cet été, ils n'ont plus l'atout de dire: «On a Austin Reeves qui est, sous-payé, qui termine les contrats les plus ouais. sous-payés de la ligue». Maintenant, on peut même dire: «Austin Reeves, a priori, sera surpayé», donc Et voilà. ils ont pas le truc de comme ils avaient et LeBron et Austin Reeves et Lucas. Bon, ça doit se gérer des blessures dans une saison. T'en avais toujours au moins 2 et tu crains pas grand chose en fait pour gagner des matchs. Preuve en est, ils ont fait 4e, 3e, non 5e, mais avec la blessure de Lucas à la fin. Ouais, Enfin, ils étaient quasiment 3e. Ils ont même plus ce truc-là. Là, ils sont dans un truc maintenant où si un des deux se blesse, c'est un peu la merde quand même. ouais. Alors, ils ont pris Et Colin puis Sexton, mais voilà. avant de finir, ouais, en fait, ce qui ressort, c'est que c'est une équipe qui est le plus avancée dans son intersaison, je pense. Parmi celles qui pouvaient bouger et moi le bilan que j'en fais, c'est ils ont régressé dans la hiérarchie de la conférence. On verra après ce que ça donne sur le Ouais, terrain. Je ouais, pense je qu'ils suis vont assez régresser, ouais. d'accord. J'aime bien. Ah si, peut-être le seul recrutement que j'aime bien, celui de Colin Sexton, que je Moi trouve aussi pas mal, ouais. j'aime bien le joueur, ouais, j'aime beaucoup le joueur. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. 3e joueur, Jérém, sur lequel on voulait échanger, avec vous. Ça s'est fait, je sais plus quand ça s'est fait d'ailleurs, ça s'est fait un petit peu tardivement. C'est un trade qu'on attendait depuis très longtemps. Eh bien, c'est le trade de Ja Morant qui a enfin été trade contre Jerami Grant et Chris Murray. Ja Morant à qui il reste 2 ans de contrat, une année à 41 millions, une année à 43 millions de dollars. Le profil de Ja Morant, pour ceux qui l'ont pas vu jouer depuis longtemps,
Globalement, c'est un générateur de chaos qui a longtemps été un générateur de chaos ultime, mais qui est peut-être d'ailleurs maintenant plutôt un générateur de chaos élite que ultime. Je sais pas. D'ailleurs, c'est pour son équipe qu'il en génère, mais Ouais, c'est alors autre je parle chose. vraiment sur le terrain. Je suis vraiment sur le terrain. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a une époque où Ouais. Ja Morant, c'était peut-être un générateur de chaos presque au niveau, tu vois, d'un Yanis. C'est plus le cas. Je pense que c'est juste un générateur de chaos élite parce que sur le drive, il est toujours très fort. Il a développé quand même dans le temps, pour ceux qui l'auraient pas vu, notamment quand il jouait avec Desmond Bane, la capacité de jouer en poste 2 qui est pas inintéressante, notamment sur demi-terrain. Par contre, il a un spacing qui est inexistant, pas de tir et il a besoin d'un gros spacing et puis surtout, bah, Ja Morant, ça fait 3 ans qu'il joue jamais. Portland le récupère contre pas grand-chose. Faut quand même le dire, Jeremy Grant et Chris Murray, c'est pas grand-chose. Et donc, on va en parler après, mais moi je trouve ça pas choquant de le tester quand tu l'as contre si peu et en plus sur un contrat de 2 ans. Enfin, moi je trouve que Portland fait un train qui est assez malin au sens où, bon allez, tu tentes de relancer Ja Morant, pourquoi pas. Jérém, peut-être que toi, c'était ce que tu voulais regarder, c'est pourquoi être allé chercher Ja Morant côté Portland, Ouais, dans ton sens? parce qu'on en a discuté, dans un podcast qu'on avait fait avec Paul et Matt, où on parlait de la possibilité pour les équipes d'aller chercher, Ja Morant et bon, la conclusion qu'on en tirait un peu tous les 3, c'est qu'on avait l'impression que dans la ligue, il y avait pas grand monde qui avait un réel intérêt à aller chercher Ja Morant, parce que, et on en parlera un peu après, son profil, il est plus du tout d'actualité comparé à ce qu'il était il y a 4-5 ans. Et parce qu'en fait, son contrat, là, tu dis: «Bon, il y a que 2 ans», mais en fait, c'est une équipe qui est déjà compétitive, vu le risque que tu prends avec Ja Morant, parce que clairement, c'est plus du tout le joueur qu'il a été pendant les 2-3 premières saisons de sa carrière, bah, tu as quand même un contrat très élevé et il sera intradable, quoi. S'il fait une saison dans la lignée des précédentes, il sera intradable. Ouais, j'ajoute juste, tu le dis un peu, mais je précise, pour moi, le joueur Ja Morant est un peu démodé avant tout parce qu'il a régressé, notamment physiquement. C'est-à-dire que parce que tu peux avoir un Mmh. truc où en fait le joueur qu'il était il y a Pas 3 que, ans, mais tu peux retrouver un système où peut-être tu arrives à en faire quelque chose, mais je pense que c'est surtout un joueur moins explosif et que la qualité de joueur a baissé. alors En plus du oui. fait qu'il est pas très moderne le profil, hein. Alors, bah, du coup, alors ouais, pour moi, le problème de Ja Morant, c'est que dans une NBA qui était défensivement beaucoup moins forte, qu'elle est depuis 2024, je veux dire, il y a eu un tournant en 2024, on en a parlé, on en reparlera sûrement d'ailleurs cet été en podcast. Il y a eu un tournant en 2024 où les défenses sont devenues beaucoup plus physiques, beaucoup plus agressives, beaucoup plus compétentes en termes de schéma et donc même le Ja Morant, on va dire du début de carrière, je pense qu'il était destiné à avoir beaucoup de problèmes parce que l'absence de shoot, le fait qu'en fait son jeu repose que sur 2 éléments, c'est-à-dire l'explosivité et la capacité quand même, le handle pour jouer cette explosivité-là et le playmaking qui sortait du chaos qu'il mettait, fait que avant même que la NBA se révolutionne défensivement, on avait très vite compris que en fait, pour défendre sur Ja Morant, fallait lui laisser beaucoup d'espace à la manière d'un Russell Westbrook et que du coup tu neutralisais le profil et effectivement c'est ce qui s'est passé avant même que, les défenses progressent énormément et la valeur de Ja Morant, même si effectivement il a décliné, elle a chuté à ce moment-là. Maintenant pour revenir au point de début qui est pourquoi le Portland le fait, Portland c'est une équipe qui est dans une position un peu délicate. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu Scoot Anderson qui était annoncé comme un prospect générationnel. Ce prospect générationnel n'a pas du tout été au niveau des attentes qu'il y avait sur lui et de la hype qui avait été faite sur lui et en fait, ils ont progressé beaucoup plus vite que je pense qu'ils auraient eu besoin de progresser pour vraiment construire un roster cohérent et dans le même temps, ils ont Denis Avdija qui est arrivé et qui lui a été beaucoup plus fort que ce qu'ils attendaient et du coup maintenant ils sont dans une position de on est en play-in, bas de tableau play-off et il manque de talent offensif et le talent offensif, c'est quand même nécessaire pour aller loin et du coup, bah, ils jouent pas le titre, mais ils ont besoin d'être compétents dans cette zone-là de ventre mou plus plus et donc il faut tenter les paris. Ils ont tenté de récupérer Damian Lillard l'année dernière en se disant: «On verra bien ce qu'il donne dans un an». Maintenant, ils tentent d'aller chercher Ja Morant en se disant: «Si on arrive un peu à le ressusciter, bah, tant ce sera mieux que Scoot Anderson». Ouais, sachant que, on a quand même vu, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, que le binôme Desmond Bane-Ja Morant fonctionnait assez bien. C'est-à-dire Ja Morant en générateur de contre-attaque et Desmond Bane presque plus sur la main demi-terrain. Il y a peut-être une petite projection sur une association similaire avec Damian Lillard, dans une équipe qui défensivement est déjà assez forte. Ouais, Moi, je préfère ne pas considérer Damian Lillard, parce que Damian Lillard a 35-36 ans, il sort d'une rupture, du tendon du talent d'Achille. d'Achille. Je préfère partir du principe que Damian Lillard n'aura pas d'impact, et rien là-dedans et qu'il est pas à considérer. Et donc pour moi, la vraie question qui se pose autour de Ja Morant, c'est plutôt l'association offensive avec Scoot Anderson et avec Deni Avdija.
Tu vois, pour moi, c'est plus autour de ça que ça tourne. Je trouve que tu as une incompatibilité structurelle énorme. Parce qu'on a vu Denny Avdija, c'est un des meilleurs drivers de la ligue. Ce qu'a été Ja Morant pendant un temps, en termes de volume, c'est le plus gros driver de la ligue. On a vu contre les Spurs que putain, Denny Avdija, en fait, si tu pas, Victor Wembanyama en protecteur de cercle, tu as beau avoir des super, défenseurs extérieurs, il va au cercle et à haut volume et super bien, quoi. Et donc c'est un vrai problème. Le seul problème, c'est que l'un comme l'autre, ils ont besoin de spacers autour d'eux et donc ils peuvent pas jouer entre eux parce que tu peux pas avoir 2 joueurs qui spacent pas comme ça et la compatibilité se fait pas et c'était déjà le problème entre Avdija et Scoot Anderson. Donc là, moi, j'ai un nœud, tu vois, qui va pas. Alors le seul cas, je comprends et du coup là, tu vois, j'ai un truc où je comprends pas trop parce que alors sauf le cas où Ja Morant redevient Ja Morant, mais et auquel cas, bah, tu trades Avdija parce qu'Avdija, il a une valeur énorme, je pense, sur le marché. Il a un contrat encore 3 ans à 11 millions l'année. La valeur, elle est énormissime d'Avdija. Peut-être que c'est ça qu'ils vont chercher. Peut-être que Scoot Anderson, du coup, ils vont se dire, ils vont le développer uniquement comme, connecteur offensif et connecteur défensif. Notamment le connecting défensif était très bien cette année, sur Scoot Anderson. En plus, là-dedans, tu as Clingan qui est pas un spacer, enfin, il manque cruellement de spacing. Pour moi, ce trade est un trade avant d'autres trades, en fait. Pour moi, ils vont se donner 3 mois pour voir un peu ce que valent les joueurs et derrière, ils font d'autres trades. Ouais, moi je pense que c'est un move, on n'a pas de direction, parce qu'ils peuvent plus se renforcer par la draft, Ouais. parce qu'ils sont montés trop haut pour ça et comme ils ont plus de direction, c'est, tu sais, le move, on verra bien. Alors on verra bien si on arrive à le faire fonctionner, de toute façon c'était un peu aussi l'anarchie côté coaching, donc ils ont fait le move alors qu'ils étaient encore en train de changer de coach. Ils manquent de talent, ils essaient de chercher du talent. Ils se sont dit: «OK», je pense qu'ils se sont dit ça, en fait. Ils se sont dit: «OK, qu'est-ce qui faisait que Ja Morant était bon?» Ja Morant, il était, on va dire, à son meilleur, outre quand, effectivement, il était plus explosif, quand, il faisait du jeu de pick and roll. Avec Donovan Clingan, on peut faire ça parce que c'est quand même un poseur d'écran très solide, un peu à la Rudy Gobert. Bon, peut-être qu'on peut le mettre en avant de cette manière-là. L'association avec Anthony Avdija, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils y ont même pas spécialement réfléchi. Pareil, ils se sont dit: «On verra bien», et oui, oui, ils sont dans une position où, à mon avis, ils vont faire un peu du Tetris un peu partout et malheureusement, je pense qu'ils sont condamnés à échouer parce que, il faudra une opportunité de marché de dingue, pour que tout s'aligne, quoi. Attention quand même, côté Portland, à pas perdre ce que tu as réussi à construire, qui est une défense, très agressive, qui génère de la transition. Mmh. Parce que s'ils veulent faire on a vu qu'ils veulent faire jouer Ja Morant et Damian Lillard en start. Enfin, là, pour moi, ils partent sur un starting five qui n'a aucun sens. Ce serait quoi? Ce serait Ja Morant, Lillard, Avdija, Camara, Clingan. Bah, Tu peux pas faire jouer Lillard et Ja Morant ensemble. pour moi, tu finis 12e, quoi. Tu fais ça, tu vas faire 11e, 12e, puis c'est tout, quoi. Enfin, Bah, oui, oui. Et puis, en fait, là, ils ont en plus, tu vois, le truc de Damien Lillard, c'est qu'il y avait un côté un peu il s'est fait couper par les Bucks. Bon, ben, on le ramène à la maison et maintenant, en fait, ils vont être dans une position, ils vont se dire: «Mais on veut pas qu'il joue». Alors, il y a moyen ouais, qu'à ouais, mon c'est pas avis, faux, ouais. Damien Lillard, il reparte ailleurs dans un an, quoi. Tu perds Ouais. un peu la dimension, joker. Parce que Morant peut avoir du Drew, il est sens avec encore un là, non? très bon Lillard, tu vois? Comment? Tu encore Drew Holiday aussi, non? Ouais, alors ouais, non, alors par contre, il faut reconnaître que du coup, ils ont un roster qui a de la valeur, moi je trouve quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont de la valeur, donc tu as de quoi retrade, hein, derrière, ça c'est cool. Il y a beaucoup il y a quand même encore pas mal d'ailiers, que tu peux réussir à récupérer contre 2-3 trucs. Tu as moins besoin du coup de garder tes créateurs parce que tu en as rajouté un, tu en as maintenant 3, 4. Donc tu vois, je trouve que tu as gagné pas mal de flexibilité dans les trades et probablement que le but de cette flexibilité dans les trades, c'est d'aller chercher des tours de draft à terme. Et je pense que c'est, ouais, un truc pour, être un espèce de centre à remise en valeur pour ensuite aller trader et avoir un projet à 5-6 ans avec pas mal de tours de draft, donc Ouais. pourquoi pas. Bon, je suis quand Ouais. même content de voir Ja Morant dans un autre cadre, juste pour revoir et le tester un peu dans un autre contexte, voir un peu ce que ça donne dans un autre contexte, pour voir, tu vois? Bon, oui, ouais. Bon, mais en vrai, Ja Morant, c'est fou parce que, depuis qu'on a lancé le podcast, Ja Morant ça fait Jamais. 3 ans qu'on a lancé le podcast. Il est un non-facteur depuis 3 ans, donc on en a pas trop parlé en podcast, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été, assez bas sur Ja Morant. Donc j'avoue que j'ai pas spécialement de hâte de le revoir et peut-être que, pour conclure sur lui, il y a quand même un truc le profil de jeu comme ça, très rentre dedans, driver, c'est très, très dur de faire fonctionner maintenant sur des joueurs de petite taille et je pense que lui aussi il a empathie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très dur d'être un guard de, 1,90 m ou moins en NBA et autant Jalen Brunson arrive à le faire fonctionner, autant on voit que des mecs un peu plus fragiles fragile, un peu moins costaud comme Trae Young, comme lui, c'est dur, quoi. C'est Ouais, vraiment en dur. fait, je trouve qu'il a un peu le même truc que Westbrook. C'est, ça marche
si tu es vraiment mais athlétique, de dingue, dingue, dingue et le problème des joueurs qui sont athlétiques à ce point-là, c'est qu'à la moindre blessure musculaire, deuxième blessure musculaire, tu perds légèrement en athlétisme et tu l'as plus cet avantage et derrière, il reste pas grand-chose, quoi. Et puis, tu vois, tu compares Russell Westbrook, bon maintenant c'est dur parce qu'il a 38 ans, mais le Russell Westbrook, on va dire au même âge que Ja Morant, il aurait pu exister parce qu'il était beaucoup plus puissant, quoi. Et plus Là complet quand où même. là où Ja Morant, c'est plus dur parce qu'à la manière d'un Trae Young, en fait, il encaisse mal les Ouais contacts, donc et puis Westbrook était plus est quand même plus all-round. C'est un joueur qui peut prendre oui, des oui, oui. rebonds, c'est un joueur qui peut te enfin, je sais pas, il y a un côté plus complet et puis c'est une des grosses qualités de Westbrook a été de ne jamais se blesser, hein, d'ailleurs, hein, et Aussi, ça d'être très viable, hein, d'être je sais très pas si dur tu à te souviens, il s'était fait le ménisque, il était revenu super vite et il était revenu, mais avec une explosivité. À l'époque, je me disais: «Mais comment c'est quoi ce mec, quoi?» Parce qu'on ah non, avait mais eu quelques Westbrook, moi, années je trouve que c'est avant le joueur Rose le qui plus avait athlétique que j'ai jamais vu, hein, sur les c'est arrières, hein. ouais, je pense. C'est Combo, vraiment le effectivement, ultime, Morant est beaucoup plus, souple et agile que Westbrook, qui est beaucoup plus dans la puissance, qui a mmh. une puissance colossale, quoi. Et une verticalité encore plus impressionnante, aussi, hein, enfin, non, non, c'est pas la verticalité, c'est plus l'horizontalité en l'air. Une horizontalité en l'air qui était vraiment incroyable et qui malgré tout, il avait quand même certaines limites et puis c'est une toute autre NBA. On passe au prochain cas, Jérém, je sais même plus ce qu'on s'est prévu. Ah si, ça me revient. Le prochain cas, est un cas qui est un peu sorti de nulle part. Il faut le dire, enfin moi sincèrement je m'y attendais pas, et je pense que personne s'y attendait. Sorti de nulle part, on a eu le droit au retour de Kawhi Leonard, au retour de Kawhi Leonard aux Raptors, qui a quand même été trade à 36 piges contre Brandon Ingram, Grady Dick, 2 premiers tours de draft 31-32, 3 swaps le 27, 30 et 33 et un second tour de draft. Quand même une valeur absolument dingue. Il faut quand même dire que ce qu'a réussi à récupérer les Clippers contre James Harden, et contre Kawhi, c'est quand même de la masterclass, sans compter ce qu'ils ont récupéré aussi contre, Zubac. Ils ont quand même fait Mmh. la des trades, les Clippers en rebuild, qui est quand même colossal. Parce que Brandon Ingram, je pense qu'ils peuvent encore le trade contre quelque chose. Enfin, quoique à voir, parce que vu la valeur qui baisse de tout le monde, peut-être que Brandon Ingram, il a pas de valeur, en fait. En tout cas, les Raptors se retrouvent avec un connecteur défensif élite, un joueur ultra efficace au tir, un joueur d'isolation, élite, voire presque même ultime encore aujourd'hui. Par contre, un joueur qui a une création qui est correcte, mais guère plus et globalement un joueur qui est pas suffisant pour porter une attaque sur une saison régulière tout seul. Enfin, c'est pas non plus, Luka Doncic, quoi. Ne serait-ce que par la partie, blessure. Et puis c'est pas un créateur pour les autres. Qu'as-tu pensé, Jérém, de ce trade de Kawhi? Et peut-être une question pour te lancer, en tout cas qui va nous animer au cours de notre discussion, c'est est-ce que, Kawhi peut compenser, les manques offensifs qu'on a vus de Toronto, qui sont notamment des manques de spacing assez importants et un peu de création pour les autres, par son jeu en isolation et jusqu'à quel point? On essaye de se traiter cette question-là, mais bon, déjà on commence. Tu as pensé quoi de ce trade de Kawhi à Toronto? Ouais, alors écoute, on a beaucoup critiqué les 3 trades, précédents. Moi en tout cas, j'ai été critique sur les 3 trades précédents. Moi, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu disais sur, les Le Clippers ont trade bien de géré. Jean-Michel Espoir, hein. C'est Kawhi, c'est quand même Jean-Michel Espoir, rappelons-le. C'est-à-dire que tout mouvement autour de Kawhi donne toujours espoir, hein. On le dit quand même. Oui, non, mais clairement, parce que déjà, alors, bah, c'est ça, c'est que on dit les Clippers ont trouvé beaucoup de valeur autour d'Harden et Kawhi et c'est fort parce qu'ils sont quand même âgés, mais ils les ont mis en valeur et ils les ont Ouais. tradés au bon moment. C'est-à-dire que James Harden, il fait 2 super saisons aux Clippers quand même en termes que créateur. Franchement, il a pas été All-Star, c'est un peu honteux. Kawhi Leonard, là, sa saison, il nous a rappelé le grand Kawhi alors qu'il a perdu quand même beaucoup de choses physiquement depuis ces grandes années. Donc ouais, la contrepartie est belle. Et tu vois, on parlait de Jalen Brown où je disais, bah, le problème de Jalen Brown, c'est que en fait, il fait beaucoup de volume, mais qu'il y a pas de niveau élite dans l'efficacité. Kawhi Leonard, il a un peu ce même côté. En fait, tu l'intègres pas vraiment à un roster. Par contre, ce qu'il fait, il le fait à un niveau élite. Et du coup, même s'il est plus âgé, ça change la valeur. Donc déjà juste, ce qu'ont récupéré Toronto, je trouve que ça donne beaucoup plus d'espoir, par exemple, que, le trade pour les Sixers. Moi, déjà, je commencerai par ça. Ouais, moi, en tout cas, c'est un trade qui a, grand sens. Parce que au-delà du joueur qui est Kawhi, il y avait quand même un contexte, heu, pour, heu, pour les Raptors où clairement ils se sont lancés dans un run depuis 2 ans. Et donc à partir du moment où tu te lances dans un run, ben, moi je suis plutôt adepte des all-in, quoi, autant y aller à fond. Ils ont quand même autour
des bons joueurs, il y a encore des joueurs un peu douteux. Moi, j'ai toujours bien aimé R.J. Barrett, Emmanuel Quickley quand il joue, c'est quand même un joueur intéressant. Et ils ont surtout une super paire à l'intérieur avec Scottie Barnes et avec Colin Murray-Boyles CMB. autour de laquelle construire. Et Kawhi, je trouve, remplit pas mal de cases. Je voulais juste vous donner, avant de prolonger, le TS+ de Kawhi cette saison qui était à 108 de TS+, hein, c'est énorme. Il fait vraiment une saison à l'efficacité qui est énorme. Et effectivement, ce qu'on avait vu côté Toronto, c'était les manques de Toronto étaient sur le spacing, parce que c'est une équipe qui a construit une défense élite, et était sur la création. Et le problème quand tu construis cette identité, c'est que c'est dommage de la perdre. Ça aurait été dommage de perdre, là, tu vois, on vient de parler de Portland, ça aurait été dommage de perdre ce que tu fais très bien, qui est de jouer très physique, de pouvoir switcher partout et d'avoir ce socle-là. On a vu que Toronto, alors même si c'est plutôt bien passé au premier tour, a gagné très peu de matchs contre les équipes du top 10 cette saison parce qu'ils étaient limités sur leur création demi-terrain. Ils arrivaient à générer un peu de Ouais. contre-attaque, mais ils étaient limités sur leur création demi-terrain. Et donc, c'est vrai qu'un peu à l'image de ce qu'a fait Houston il y a un an, et ça n'a pas spécialement marché, Toronto va chercher ce pansement qui est le plus évident quand tu joues comme ça, qui est d'aller chercher un très fort joueur d'isolation, très autonome, qui t'assure un plancher d'attaque si tu es capable de bien défendre, qui est intéressant. Moi, je le lis comme ça, le Ouais. trade. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, le truc de Kawhi, c'est qu'il a un peu ce côté qu'ont d'autres joueurs de vraiment il est en autonomie. Ils sont quelques-uns comme ça, sauf qu'il a pas les défauts, je trouve, des autres. C'est-à-dire qu'il a pas les défauts balle en main de Kevin Durant où, en fait, c'est assez facile d'en faire une machine à perdre des ballons et donc du coup l'attaque s'arrête et il a pas le côté Jaylen Brown. Ouais, mais tout ce qu'il va faire en termes d'efficacité, c'est mid donc du coup, tu te poses quelques questions et je trouve que Kawhi, lui, il est dans cet équilibre entre les 2, parce qu'il a à la fois une efficacité élite et balle en main, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus capable, quoi et en plus, comme tu dis, il s'intègre dans une équipe qui est très physique physiquement et même si c'est plus le Kawhi Leonard en défense qu'il a été, tu sais qu'il fera les minimums pour Mais pas vraiment en plus, handicaper l'équipe, quoi. ils renforcent leur point fort. Parce C'est qu'ils sont ça. quand même encore plus forts défensivement. Enfin, je veux dire, Kawhi, moi je trouve que sa saison était bonne en défense. C'est un connecteur défensif exceptionnel. Exceptionnel encore. C'est sur la balle où effectivement il peut plus prendre trop les arrières. Ça reste un défenseur plutôt délié, mais en connecting c'est énorme. Alors qu'Ingram, qui est un bon défenseur, n'est quand même pas à ce niveau-là, quoi. Oui et Pas à en ce niveau-là. plus, je trouve point gagnant, tu retires Brandon Ingram qui, Alors, moi est là-dessus, je suis un peu plus mesuré parce que je trouve que Brandon Ingram t'a apporté 2 choses qu'il était quand même presque le seul à apporter dans l'effectif, en dépit de ses défauts. C'est un peu quand même de pull-up sur le pic, ce qui est jamais inintéressant, mine de rien, même si c'est du pull-up plutôt à mi-distance et il t'a apporté mmh. un peu de passing et là, je trouve qu'en passing, il commence à être vraiment, vraiment, très, très light, là, quand même sur le passing, je trouve. Ouais. Moi, c'est alors voilà, c'est la partie qui m'inquiète un peu, c'est la partie passing. Je pense qu'ils ont quand même une faiblesse sur les lignes arrière. En vrai, RJ Barrett, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé RJ Barrett. C'est excellent dans rien, mais dans le rôle qu'il a, c'est OK. C'est plus Emmanuel Quickley, c'est en plus du fait qu'il est quand même souvent absent, je trouve que ils veulent allez, l'idéal pour eux, c'est aller chercher un meneur un peu plus Ouais. talentueux et s'ils arrivent à faire ça, bah, ils ont quand même une profondeur honnête et du coup, ils auront un 5 qui fait peur, quoi. Ah mais moi je suis totalement, d'accord avec toi. Je trouve que, ils sont dans une situation où ils se sont mis c'est la une situation dont j'aime bien parler et qui est très difficile à régler, un trade d'être au bon endroit. Mais c'est souvent très difficile à régler, hein. Le 1 trade d'être au bon endroit, il est souvent très difficile à régler, mais parfois tu as des équipes qui l'ont fait. Je pense par exemple à Dallas, hein, qui l'avait fait à une époque en ramenant PJ Washington, qui était à ce un trade d'être très bon. Mais là, tu as quand même un roster, côté Raptors qui est vraiment impressionnant parce que tu te retrouves ils ont drafté Allen Graves qui est quand même un joueur qui était assez coté, sur les ailes et qui vient renforcer leur identité sur les ailes. Ils ont toujours Jacoby Walter, qui est un bon remplaçant ailier sur les ailes. Moi, je trouve que leur trio intérieur, voire quatuor intérieur avec Jamison Battle, Colin Murray-Boyles, Jacob Poeltl et Scottie Barnes est super cool. Je veux dire, sur les postes 2-3, tu as quand même voilà, Jacoby Walter, R.J. Barrett, Kawhi Leonard. Allez, il faudrait que tu arrives à récupérer, tu vois, un créateur, moi je trouve un 2e créateur derrière Quickley et surtout un meneur de jeu qui peut être là quand Quickley est absent parce que Quickley sera absent et c'est super solide, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est super solide et tu vois, on parlait de Philly tout à l'heure, je suis bien plus emballé par le roster des Raptors que par le roster de Philly, tu vois, par exemple et je suis bien plus emballé par le roster des Raptors que le roster des Celtics, tu vois? Pour moi, là, quand tu te prends le schéma, ben, les Raptors rentrent dans ce top 2 avec les Cavs et les Knicks
du top 2 de la conférence Est. Je suis même plus en confiance sur leur roster que sur celui de Miami, où il y a encore tout à construire, hein. Ouais, alors je suis peut-être pas à ce point emballé que toi. Par exemple, je pense que Boston, franchement, si Jason Tatum, il revient à un meilleur niveau que l'année dernière, ils ont quand même montré des trucs cette année où quand même c'est très, très solide sur une dizaine de joueurs. Donc je pense que mine de rien, ils peuvent encore surprendre du monde, Boston. Après, là où je suis Quand même d'accord avec perdu le toi, c'est volume que de Jaylen Brown, hein. oui, oui, bah, franchement, j'ai envie de dire on verra parce que tu récupères Paul George, parce que tu récupères Jason Tatum, ce que tu as pas eu toute la saison dernière. Moi, j'ai un peu peur du retour de Tatum, mais enfin, en tout cas, du temps que ça va prendre, mais je pense que, ils vont survivre honnêtement au départ de Jaylen Bah, Brown, la match-up, par exemple, Raptors-Boston, moi, je la parle saison régulière là, physicalité hein, des on Raptors, verra. ouais, on est d'accord, mais la physicalité des Raptors, elle va être pour beaucoup d'équipes, tu vois, à part Cleveland, qui a quand même beaucoup de taille à l'intérieur, la physicalité des Raptors va être très emmerdante pour beaucoup d'équipes. S'ils jouent, hein, parce qu'ils ont eu toute la saison. Scottie Barnes, c'est injury prone, Emmanuel Quickley, injury prone, et Kawhi, injury prone, hein. C'est quand même leurs 3 Ouais, joueurs les moi plus j'ai des importants. questions sur les Cavs par exemple, parce qu'ils enfin, ils s'améliorent pas là les Cavs, hein. On va voir ce qu'ils vont faire. On va voir si LeBron revient, mais en l'état, ils se sont pas améliorés. Bah, ils ont même perdu Dean Wade, hein. Ils ont perdu Dean Wade, donc ils auront s'ils gardent Harden, 1 an de plus Harden, enfin on verra. Mais donc oui, oui, c'est ouvert à l'est. De toute façon, c'était déjà le cas cette année et Toronto, tu vois, je suis en train de regarder là parce que je suis pas allé voir avant le podcast. Ils ont quand même encore pas mal de tours de draft à eux, hein. Ils ont le 2027 qui peuvent swapper, ils ont le 2028, le 2029, le 2030 et le 2032 qu'ils possèdent complètement. Donc en fait, ils ont donné le 2031 et le 2033. OK. Ils ont plus de second tour à part les prochains, donc 2027, 2028 et 2029. Mais ils ont encore des assets à utiliser s'ils veulent, échanger Kukile contre un meneur, de meilleur niveau, quoi. Donc on verra ce qui se passe, d'ici la fin d'été, voire à la trade deadline, quoi. Tu vois, et je les trouve pas moins armés que les Knicks quand tu as démarré la saison l'année dernière, tu vois? C'est légèrement moins, mais ils sont à ce trade-là d'y arriver et c'est intéressant, ils peuvent se créer la fenêtre. Ils sont dans une situation où ils peuvent vraiment se créer la fenêtre. Les Knicks avaient quand même cette force d'avoir que des joueurs, en prime, qu'ils avaient déjà testés et qui sont des valeurs sûres physiquement quand même. Oui, oui, non, mais Que ce c'est soit sûr, ils ont un gros problème Brunson, tu vois? de durabilité. C'est un gros truc de Paris, ils ont un gros problème de durabilité, je suis d'accord. Là où Kawhi, c'est un peu plus compliqué et puis même, je trouve qu'il y a pas un joueur, on va dire, qui peut être aussi fort en l'état que Brunson, Mais sur toute une campagne de playoff, tu vois? ce que tu vois, c'est que si une équipe cherche un tour de draft et est prêt à mettre sur le marché un bon joueur, ils vont pouvoir sauter dessus comme ils l'avaient fait en 2019 en sautant sur Marc Gasol, hein, et qui avait changé cette Ouais, équipe-là. Ils vont pouvoir sauter dessus. Et c'est c'est hyper ça. intéressant. Il va juste leur manquer un contrat, il leur manque un contrat à 10-15 millions tradable, pour justement aller chercher ce joueur-là. Parce qu'ils dépensent quand même beaucoup, parce que Quickley est quand même à 32, Barrett doit être à 25, il doit être à 40, Scottie Barnes, Kawhi est à 50, Potel est à 20, enfin ils dépensent énormément d'argent, hein. Ouais, le contrat de Quickley, Ouais, il fait je un m'en petit remets peu toujours pas. même Barrett, en fait, tu as Quickley qui est un peu haut, tu as Barrett qui est un peu haut. Moi, je trouve que tu as Potel qui est quand même un peu haut. Barrett sur un salary cap à 190 millions à 25, franchement, Oui, je et suis plutôt puis on honnête, peut hein. reprendre ce qu'on a dit, avec les Knicks, hein, Anunoby en soi était un petit peu haut, Towns était un petit peu haut, Bridges était pardon, excusez-moi, Bridges était également, un petit peu haut, bon, et ça l'a fait quand même, hein. Ouais. Mais tu vois, tu peux gagner le titre en menant 5 tours de draft pour Bridges, donc je veux dire, Ouais. l'espoir fait vivre, quoi. Mais super move en tout cas, de Toronto, et Ouais, j'aime bien. je trouve hyper excitant, et bah, c'est les moves qu'on aime, quoi. En tout cas, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est les moves que j'aime, ces moves un peu all-in là, c'est tout ce que j'adore. Ouais, et puis ils essayent de profiter qu'à l'est, ouais, soit quand même ouvert. C'est mieux ça que de rester dans l'attentisme, et de demeurer dans le ventre mou, donc ouais, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ils ont vu qu'ils pouvaient rivaliser avec les Cavs. Là, ils se sont mis dans une position où la même série, probablement qu'ils l'auraient peut-être gagnée, quoi, donc ouais, j'aime bien. En tout cas, ils se sont mis dans une situation où théoriquement, ils peuvent la prendre, quoi. Ce qui était pas le cas avant. Ah bah, ouais, je me dis, tu refais la même série et tu remplaces Ingram par Kawhi, je suis plutôt optimiste, hein, vu qu'il y a eu un game 7, donc ouais, clairement. Dernier dernier, alors là, c'est le grand déchirement, de Jérém, qui en a quand même écrit 2 articles, hein. Ça faisait un petit moment qu'il avait pas écrit 2 articles sur un move. Voilà. C'est, peut-être le move le plus cool en vrai de cette draft. Moi, de cette première semaine. Moi, je le trouve trop cool ce move, parce qu'il change énormément de choses structurellement. Côté Minnesota, que c'est une association excitante. En tout cas, la Melo Ball rejoint Anthony Edwards pour
totalement changé la structure des Wolves, qui sans doute se sont rendus compte qu'ils étaient arrivés au plafond de ce qu'ils pouvaient faire avec ce système de jeu. Les Wolves qui avaient tradé Julius Randle aux Nets contre 3 fois rien pour libérer un petit peu d'espace. En fait, ils avaient préparé un deuxième coup que personne n'attendait. Le deuxième coup, c'était d'envoyer Naz Reid, un premier tour de draft 2033, 3 swaps le 2028, 2029, 2030 et 3 seconds tours de draft 2029, 2032, 2033 contre la Melo Ball. Et je l'ajoute quand même parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien, et Josh Green. Je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est un joueur que j'aime bien et c'est toujours un ailier un peu fiable offensivement. Son passage au Hornets, c'était pas très bon, mais moi, j'aimais bien à Dallas. Et Josh Green. Et donc, ils ajoutent à leur roster un joueur assez polyvalent sur le backcourt. Je pense que c'est quand même un point à noter avec la Melo Ball, c'est sa polyvalence qui peut jouer vraiment poste 1 ou poste 2. Je ne savais pas trop comment le dire. J'ai dit que c'est un générateur de fluidité offensive pour son équipe. Et c'est un joueur qui a un jeu hors système qui peut être fonctionnel, mais qui parfois, à l'inverse, peut parfois être un peu incontrôlable. Et on va en reparler, mais sans doute que devenir une deuxième option peut lui faire du bien. Mais qui, par contre, a une contrepartie, c'est que c'est un joueur inefficace sur à peu près tous les compartiments du scoring, que ce soit au tir comme au drive. Moi, je trouve notamment que son drive est une brave catastrophe par rapport au profil. Jérém, là, je vais te laisser la main. Qu'as-tu pensé de ce trade? Alors déjà, moi, il m'a un peu brisé le cœur, ce trade, parce que j'adorais cette équipe des Hornets. En dehors de Denver, où dont je regarde quasiment tous les matchs, c'est l'équipe qui me faisait le plus cliquer parce que j'adorais les voir jouer. Leur 5 de départ était le meilleur night rating de la ligue sur toutes les line-up proposées par la NBA. J'adorais le duo qu'ils formaient avec Knoepel. Et j'avais l'impression que cette équipe, qui était pas du tout dans une situation où elle avait touché le maximum de son salary cap, elle était pas du tout dans une position où elle était en luxury tax, aux aprons, et cetera. Elle avait plein de manières de s'améliorer. Il y avait une piste évidente avec Miles Bridges et les tours de draft qu'ils possédaient, et je trouve que c'est Qu'ils un ont trade gâchis d'ailleurs. de Qu'ils ont trade, hein, d'ailleurs. ils ont trade aussi, c'est ça. Je trouve que c'est un gâchis absolu parce qu'ils ont récupéré des tours de draft à chaque fois. Ah oui, ils l'ont trade juste aux Suns contre Grayson Allen et Contre Gray Russell. Ouais, là aussi pareil, un trade que je trouve incompréhensible, hein, parce qu'il s'améliore pas Surtout qu'ils ont spécialement. envoyé un premier tour de draft, en plus, pour le faire. Donc franchement, tu vois, autant les fans de Boston, je comprends qu'ils sont dans le dur, mais franchement, je serais fan des Hornets, je serais encore bien plus mal que les fans de Boston parce que s'il y a pas de move derrière d'envergure, clairement, c'est un recul monstrueux, ou alors ils ont pas compris à quel point la Melo Ball était absolument indispensable et était leur système, quoi. Donc voilà, Et donc point de vue Hornets. disons-le, vu comment ils ont construit leur effectif, comment ils l'ont fait évoluer, paraît totalement improbable. Enfin, il y a pas un monde où ils savent pas qu'il avait un on-off de dingue. Enfin, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. C'est une équipe qui a Non. fait que des choix cohérents, qui allait chercher des joueurs assez analytiques comme Kalkbrenner ou comme Diabaté, ça aurait aucun sens. Enfin, j'y crois pas une seconde. Ouais. Moi, mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre la logique qu'il y a derrière. La Melo Ball, c'était clairement leur système. Le jeu qu'ils formaient avec un Code Knuckle, c'était leur système. Et là, du coup, ils ont un super rookie, mais ils ont enlevé, on va dire, la pièce d'envergure. Et donc, la justification que je trouvais, c'est de se dire, bon, mais en fait, quand tu regardes les 4 dernières saisons de la Melo Ball, c'est la première saison qu'ils faisaient où ils jouaient plus de 40 et quelques matchs. Bah, ils se sont dit, OK, il est au sommet de sa valeur, on va aller chercher quelque chose. Sauf qu'en se disant ça, tu regardes le contenu, il y a effectivement un premier tour 2033 qui aura probablement de la valeur. Les autres, c'est des swaps. Et en fait, il y a des bonnes chances en 2028, 2029, et cetera, que les Wolves soient mieux classés que les Hornets. Donc en fait, tu auras rien du tout, quoi. Donc en fait, tu as Si, potentiellement, peut-être qu'il y aura un deuxième move, parce que, enfin, on verra, mais Naz Reid a de la valeur quand même. Naz Reid, tu peux sans doute en récupérer quelque chose de Naz Reid. ouais, mais enfin voilà, tu vas récupérer peut-être un tour de draft, tu vois? Je pense que c'est ça. Et en fait, Un ou ça deux. veut dire que tu as tradé ton franchise player contre 2, 3 tours de draft. C'est un peu triste, quoi, surtout au sortir d'une saison, ce qui avait mal démarré, mais qui sur l'espace de 4 mois était franchement génial à suivre et offrait en tout cas des perspectives, quoi, donc Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est un peu emmerdant, c'est que, bah, après, on va surtout parler des Wolves, mais ce qui est un peu emmerdant, c'est que les Hornets, qu'est-ce que tu vises côté Hornets à part faire un peu kiffer tes fans, tu vois? Et là, tu as enfin une équipe qui fait kiffer. Enfin, tu sais que le titre, il est loin. Elle te coûte pas trop cher. Elle est cool parce que toi, tu dis l'association Knuppel-Lamelo, mais pour moi, c'est un trio. C'est Miller, Knuppel et Lamelo parce que la connexion Miller-Lamelo était quand même assez forte. Effectivement, tu casses ça. Bon, côté Lamelo, je trouve que pendant ce trade,
On surcote un peu la valeur de Lamelo quand même. C'est-à-dire que je parle pas dans ce qui est échangé, je parle dans les réactions qu'il y a. Ça reste un joueur pas très efficace. Je pense que son on-off est aussi dépendant du fait qu'il n'y avait pas de backup. Ça joue quand même beaucoup. Et enfin, on en avait parlé, on avait fait un épisode tous les deux ensemble. Je trouve que le jeu des Hornets était pas tant, Lamelo était pas tant le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'était le jeu des arrières. Et Lamelo était le bon passeur là-dedans. Je mettrais juste cette mesure, mais c'est sûr que c'était un joueur important et que le trade, c'est assez étonnant et assez déchirant. La contrepartie peut avoir un monde où elle est cool quand même parce qu'avec les swaps, tu peux quand même t'assurer en fait, non mais tu vois d'enchaîner les top 10 de draft, ce qui est pas rien quand même de pouvoir enchaîner des top 10 de Mais draft. pourquoi Ça ils sera enchaîneraient probablement les leurs. pourquoi ils enchaîneraient les top 10 de draft? Enfin, oui, par leur propre choix, mais pas par le swap qu'ils ont fait, en fait. Non, Les mais si, Wolves, parce là, que tu as quand même le monde où Edwards y part. Si Edwards y part, il y avait quand même mais des il va débuts de partir en rumeurs. Irving, ça 2028. marche pas, qu'Edwards y part. Bon, cette équipe, elle devient hyper bancale des Wolves. Et donc, peut-être Oui. que tu peux récupérer des choix de draft, en fait. Et tu t'assures d'avoir des lottery picks, d'avoir en gros 5-6 ans de lottery picks, ce qui est pas rien quand même. Alors, bah, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, OK, il y a un scénario catastrophe où Edwards part, mais enfin, il est encore jeune. Ils viennent quand même, je trouve, de faire des enchaînements de moves qui étaient toujours ambitieux. Les Wolves, c'est quand même une équipe sur ces 5 dernières saisons qui a fait le plus de moves ambitieux. Ils sont allés chercher Gobert. Bon, ils ont dû laisser partir Towns parce que le contrat était aberrant, mais ils ont réussi à faire fonctionner Randle. Ils voient qu'avec Randle, ça bouge pas, ils vont chercher Lamelo. Je veux dire, C'est vrai. ils essayent de faire quelque chose, quoi, donc j'ai du mal à les imaginer dans 2 intersaisons et que les joueurs soient plus là, quoi. Donc dans ce cas-là, effectivement, dans le scénario catastrophe, les Hornets s'en sortent bien, mais je pense pas que ce soit le plus probable que ça arrive, quoi. Bon, comme la partie Hornets, c'est moins compréhensible et que vous avez un article sur le site, on vous invite à aller la voir. Est-ce qu'on peut se concentrer plutôt sur la partie Wolves? Euh, euh, la- Bah alors, Je moi, ce que je trouve très cool, peut-être que je peux commencer cette fois-ci. Moi, ce que je trouve très cool sur la partie Wolves avec l'arrivée de Lamelo, c'est que c'est une transition que j'avais envie de voir. Je sais pas si cette version des Wolves sera meilleure que l'ancienne, mais j'avais quand même envie de voir les Wolves dans un jeu plus up-tempo. Parce que je pense que c'est un format de jeu qui peut plaire beaucoup à De Somno et à McDaniels. Et que, en fait, tu te rendais compte que cette équipe des Wolves, elle était trop dépendante de l'attaque d'Edwards, qui est une très forte attaque de demi-terrain, enfin une bonne attaque de demi-terrain, mais que sans doute elle avait intérêt à aller chercher de la transition et plus d'alimentation de la transition pour être bonne. Et De Somno et McDaniels, moi je pense que ça peut être des très bons joueurs là-dessus, mais par contre il fallait une rampe de lancement. Et ils sont allés chercher la rampe de lancement avec la Melo Ball. Dans le même temps, je trouve pas que les Wolves ont d'intérêt à trop enlever la balle des mains de Edwards, qui a développé un jeu quand même de pick and roll et de pull-up sur le pick qui est énorme. C'est un des meilleurs joueurs de pull-up sur le pick et t'as pas trop d'intérêt à lui enlever la balle. Par contre, tu avais tout intérêt à up un peu ta seconde option. C'est ce qu'ils ont fait un peu avec Dosumnu, avec un deuxième créateur, déjà pour les moments où il est pas là, et puis parce qu'à certains moments, en fait, tu as besoin d'avoir la balle le ballon dans les mains d'un joueur qui est capable de manipuler un petit peu la défense. Et moi, je serais pas surpris qu'on voit une association avec Lamelo en générateur de contre-attaque, et en fait, sur demi-terrain, c'est plutôt Anthony Edwards qui mène. Tu vois, moi, je me suis mis un truc. Est-ce que sur demi-terrain, on va pas retrouver, alors pas exactement la même chose, mais un mouvement qui peut ressembler un peu à ce qu'on avait vu avec Chris Paul et James Harden, où en fait Lamelo devient le poste 2, créateur un peu pour lui, un peu pour les autres, mais un peu en retrait. Et je pense que c'est un mouvement nécessaire pour Lamelo. Alors j'ouvre beaucoup de sujets, je suis désolé, mais je pense que c'est un mouvement ouais, nécessaire pour Lamelo. j'essaie de Euh, retenir tous les trucs, mais j'ai un peu du mal. et je le dis 2 secondes et puis on reviendra après dessus, peut-être plus tard, parce que je Ouais. pense que Lamelo a tout intérêt à devenir une seconde option. Ouais, alors c'est si on part de dernier truc que tu as dit, ça me fait moins d'efforts de Alors mémorisation. en gros, il y Heu, a 3 sujets, hein. C'est le ouais, positionnement de ouais, ouais. Lamelo, le jeu de transition et comment Mais ils ont joué à si demi-terrain. on part, par exemple, de l'association en elle-même avec Edwards, et de la comparaison que tu fais avec Harden Chris Paul. Harden Chris Paul, ils étaient dans un système d'isolation permanente où il n'y avait pas volonté de créer des synergies entre deux. Il y avait quand même un côté à toi, à moi avec 2 joueurs d'élite dans le domaine. Moi où je pense qu'il y a un vrai intérêt à varier, qui porte la balle chez les Wolves maintenant, pardon, pas les Hornets, c'est que, le playmaking d'Edwards est pour moi dans cette catégorie de playmaking qui sont, oui, il progresse et c'est bien parce que l'équipe n'a pas de playmaker, mais que lui enlever le playmaking, c'est faire une faveur à l'équipe et c'est lui faire une faveur à lui. Donc je pense que, moi je pense, parce qu'en fait, une des faiblesses qu'on pointe depuis des années chez les Wolves et qui d'ailleurs explique leur faiblesse en transition, c'est le manque de capacité en porteur de ballon, notamment chez Edwards. Alors moi, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin d'être d'accord.
Je suis pas exactement là-dedans. Moi, je pense que Edwards est devenu tellement fort sur le pull-up, sur le pick, que tu as besoin de lui laisser la balle en main et que de toute façon, je ne vois pas ça disparaître. Mais que pour les séquences où le playmaking est nécessaire, tu as tout intérêt à faire en sorte que dans ces séquences-là, la balle soit à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le usage, il faut qu'il continue à être essentiellement Edwards. Mais Bien tu auras sûr. des moments où la défense va monter trop haut, où tu as des bons schémas défensifs et tu as besoin de manipulation de défense. Et là, où je suis d'accord, c'est que c'est plus intéressant de se dire tant pis, on laisse tomber le truc de la manipulation d'Edwards qu'on voit essayer de se développer et en fait, on lui met un vrai playmaker à côté. Bah oui, je pars alors, il y a plein de pour moi, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut qu'il y ait une vraie alternance. Déjà, il y a le fait que le playmaking d'Edwards, pour moi, c'est un playmaking assez sommaire et que en fait, là, maintenant, tu as un joueur qui a un playmaking qui est largement supérieur. Et du coup, il faut une alternance tout en ayant en tête que l'usage principal de l'équipe sera quand même chez Edwards et que la Melo Ball, sa principale valeur dans l'arrivée de cet effectif, c'est celle qu'il avait au Hornets. C'est-à-dire qu'au Hornets, en dehors de Ryan Kalkbrenner, qui avait à peu près la même efficacité avec la mélo ou sans, tous les autres avaient entre plus 5% et plus 10% de true shooting quand Lamelo était sur le terrain. Et il y a plein de joueurs qui peuvent bénéficier de ça. Par exemple, Jaden McDaniels qui va, à mon avis, avoir un usage en hausse parce que Randle est parti et Nasrid aussi. Une partie des joueurs à développer comme Clark, Shannon Junior, etc., qui, à mon avis, vont bénéficier effectivement du jeu de passe de Lamelo. Et surtout Rudy Gobert, parce que Lamelo Ball, c'est quand même un joueur de pick and roll à très haute dose et que, en fait, il n'avait plus de vrais partenaires de pick and roll, Rudy Gobert, depuis que Mike Conley avait décliné. Et donc, je trouve que la valeur de Lamelo là-dessus, c'est une vraie alternance dans l'attaque de cette équipe de Minnesota. Et je pense qu'ils auront du coup une forte équilibre où Edwards, qui pour moi a pour principale valeur d'être un scoreur désormais aux 3 niveaux et d'être efficace aux 3 niveaux, en fait, il va pouvoir se recentrer sur ce rôle de scoreur. Et effectivement, ça, c'est une bonne opportunité. J'aime bien aussi le fait, parce que, bon, McDaniels, on s'est dit peut-être dans les playoffs, ça y est, on y est peut-être enfin au moment où McDaniels peut avoir plus de volume en attaque. Et donc, ça va lui permettre de le donner. Mais je pense qu'une partie de pourquoi McDaniels avait du mal à avoir plus de volume, plus d'attaque, c'était le manque de spacing. Et là, ils peuvent en avoir un peu plus. Moi, je suis très convaincu. Alors, bon, ils ont quand même des oppositions contre lesquelles ça va être compliqué parce que à l'Ouest, il y a quand même beaucoup de raquettes à double grand là. Et les raquettes à double grand, ils vont avoir un peu de mal parce que en plus là, ils se sont quand même déplumés sur le banc. Enfin, on en reparle après du changement d'identité. Mais je trouve que pour McDaniels, c'est quand même assez cool et je suis en attente de voir ce développement. Peut-être le deuxième sujet avant de développer le sujet de leur identité, c'est que je trouve que pour Lamelo, c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait lui arriver, d'arriver à côté d'une option 1 claire et nette, parce que dans le jeu de Lamelo, il y a malgré tout trop de facility. Pour moi, il y a trop de prise de risque et ça va pas. Et j'étais très déçu, moi, par son play-in, que j'ai trouvé vraiment mauvais, où en fait, il est reparti dans son jeu de création, à vouloir tout faire, à vouloir tout essayer, et ça manque beaucoup trop d'efficacité. J'ai l'impression que c'est une bonne opportunité pour lui. Bah, en fait, il a eu 5, 6, 7 ans, je sais plus combien de temps il y a NBA pour se développer. Maintenant, c'est bon, il arrive un peu à maturité en termes de joueur. C'est le moment de passer en deuxième option, de peaufiner un peu ce jeu-là et d'avoir un usage qu'il a déjà commencé à faire avec Brandon Miller quand même, qui baisse un petit peu, mais d'être obligé de l'assumer maintenant. Parce que ce qu'on a vu durant la saison, c'est qu'il a accepté durant la régulière de baisser ce usage, mais dès que le manchou est revenu, il est reparti en hausse. Là, il pourra Alors, pas. ouais, en fait, moi, ce que je trouve très encourageant, c'est on l'avait vu en saison sophomore, où il avait un roster un peu compétitif et on l'a revu cette année, c'est que, quand il a un roster plus compétitif, il sait s'effacer. Il a plus le usage, un peu, Luka Doncic qu'il avait eu certaines saisons et c'est un bon joueur sans ballon. Dans le play-in, il a voulu trop en faire. Après, ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que leur attaque, elle reposait, je trouve, beaucoup sur son duo avec Cogneupple et Cogneupple a fait une fin de saison Cata. après avoir fait 70 matchs incandescents, affreuse. Et du coup, c'est vrai que l'attaque est beaucoup revenue sur lui et qu'en fait, ils ont survécu surtout par l'activité un peu off-ball et par l'efficacité soudaine de Miles Bridges. Mais c'est vrai que le play-in a été très, très, très difficile et la Melo Ball, la grosse limite qu'il a, c'est qu'il n'est pas efficace à mi-distance, il a du mal à accéder au cercle et qu'en fait, tout repose sur son tir à 3 points qui en plus est complètement fou parce que en termes de prise de pull-up, il n'y a personne qui prend des pull-up aussi tard avec lui en NBA Et puis l'année là, dernière, quoi. il y a un énorme problème, tu le dis un peu, moi j'insiste, il y a un énorme problème d'accès au cercle. Un énorme problème d'accès au cercle. La finition au cercle est pas bonne, il y a pas de souplesse, il y a des choix un peu étonnants quand il arrive sous le cercle et effectivement,
c'est un joueur qui a tout intérêt dans ce rôle de playmaker, dans le rôle de scoreur. C'est pas très, enfin, franchement, c'est pas très bon en fait. C'est pas très bon dans le rôle de scoreur. Non, non. Non, non. Dernier Et par élément. contre, c'est un super fluidificateur Ouais. et du coup, c'est vrai que, en fait, je pense qu'en playoff, l'équipe risque de se recentrer un peu plus autour d'Anthony Edwards offensivement, mais que lui, contrairement à certains meneurs qui portent beaucoup la balle, il devient pas complètement inutile et complètement inactif sans ballon et ça, je trouve C'est un que très bon joueur à c'est une vraiment passe. une Très bon joueur à une passe. D'ailleurs, Lamelo. Dernier élément, ce qu'ont perdu quand même Minnesota dans ses mouvements d'ensemble, ils ont perdu énormément de profondeur à l'intérieur. Énormément de profondeur à l'intérieur parce que comme tu passes d'une raquette Julius Randle, Rudy Gobert, Naz Reid à Rudy Gobert, Bérenger, c'est très limité. C'est une super opportunité pour Bérenger qui va forcément être le pivot backup et sans doute qu'ils ont dû voir des trucs où ils se sont dit on va tenter. Non, tu penses qu'il va y avoir autre chose? Je te sens ouais, je pense d'hésitation. qu'ils vont bouger pour aller chercher quelqu'un en plus, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus de flexibilité, hein. Je crois qu'ils ont en flexibilité, ils ont pas grand-chose, hein. Parce que Lamelo a quand même un gros Ouais, contrat. tu Heu, peux aller chercher un Marvin Bagley, hein, ouais, non, mais d'accord, merci Jérémy, effectivement, Begley, c'est pire. Mais en tout cas, ils ont perdu beaucoup de flexibilité. Ils vont devoir quand même changer d'identité. Tu sais jamais trop tu sais ce que tu perds, tu sais pas trop ce que tu gagnes dans ce changement d'identité. Tu sais qu'Edwards était fonctionnel dans ce jeu-là. Bon, Edwards, c'est pas non plus le roi de l'efficacité, dans une équipe qui va devoir être orientée attaque. Faut voir ce que ça donne parce que ils doivent sans doute miser aussi beaucoup sur le fait que DiVincenzo va revenir. Faut quand même voir, comment il revient. Il manque de profondeur là. Là, il y a quand même un manque de profondeur, qui c'était déjà un problème. Ce problème s'est renforcé, je trouve. Ouais, après j'ai quand même bon espoir pour Clark et Shannon Junior. Je trouve que c'est des joueurs qui avaient montré qu'il y avait un potentiel, donc je me dis: «Ils vont prendre de la place». Je pense que l'efficacité d'Edwards, elle va forcément progresser. C'est quand même un très, très bon joueur sur catch and shoot, Edwards et il aura jamais eu un passeur comme ça à ses côtés, donc je pense qu'il va profiter. Tu vois, par exemple, on parlait de Jaylen Brown. Pour moi, Jaylen Brown, il arrive, personne profite de l'arrivée de Jaylen Brown parce que Ouais. il joue pour lui-même. LaMelo Ball, techniquement, il y a un ruissellement de sa présence et donc je pense que tout le monde va gagner en efficacité et je d'ailleurs, enfin, le fait que Lamelo Ball puisse créer un décalage, trouver Edwards et qu'Edwards puisse amplifier ce décalage, il y a beaucoup de joueurs qui font plus peur que ça dans ce rôle d'amplification de décalage parce que le premier pas, il est complètement fou et l'explosivité qu'il y a derrière, je pense que ça va fonctionner et dernier point, on n'a pas beaucoup développé alors que tu l'as dit, c'est le point le plus important, c'est la transition. Minnesota, c'est quand même, je trouve, l'équipe qui a lancé un peu cette tendance des défenses très agressives, des très bonnes défenses en 2024, qui était la meilleure défense NBA. C'est toujours une très bonne défense et en fait, je pense que tout le monde dans ce roster, hormis Gobert qui est un peu plus lourd, heu, est bon pour se projeter en transition. Donc je trouve que d'un point de vue cohérence de l'effectif, ça marche parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Wolves, qui étaient une très bonne défense en 2024, très bonne défense en 2025, ils étaient 28e et 29e en nombre de points sur transition. C'est dire le manque à gagner comparé à des équipes comme les Pistons, comme les Spurs, comme le Thunder en 2025, sur leur capacité à bien défendre et à exploiter cette bonne défense. Moi, franchement, il y a moyen que les Wolves, quand même, fassent peur l'année prochaine, quoi. Oui, oui, moi je pense que sur Edwards, c'est juste que j'attends de voir, mais je pense qu'il y a même un scénario où en fait, Edwards devient un espèce, tu vois, de scoreur ultime, hein, en fait, hyper efficace, parce qu'il est triple niveau, parce que, il y a quand même un toucher de malade, enfin, c'est tout à fait possible et qu'en plus, il profite de contre-attaques, ce qui lui rajoute, 3-4 points, voire 5-6 points, et qu'en fait, Edwards, ça y est, on est enfin à la barre des 30 points par match. Sur la défense, j'attends un peu de voir parce que je trouve qu'ils perdent quand même dans leur dureté défensive, qui notamment en play-off, leur faisait beaucoup de bien. Ils vont perdre aussi la polyvalence. Tu vois, par exemple, demain, si alors cette année, ça a bien marché contre Jokic, mais demain, s'ils rejouent Denver et que Rudy Gobert est dominé par Jokic, bah, ils ont plus ces options alternatives, tu vois, qui étaient intéressantes. Ouais. C'est plus ça, quoi, Mmh, tu vois? J'attends juste mais de voir ça. en fait, quand tu disais les équipes à 2 bigs qui sont chiantes et cetera, bon cette année, il y avait pas vraiment Aaron Gordon, mais en dehors de Denver, il y a qui correspond à ce style-là? Parce qu'en Bah, quand fait, même, le f OKC, cher ami, OKC quand même. franchement, Chet Holmgren, en termes de poids Ah non, là, sur l'attaque, ah ouais, non, mais là, pour le coup, je suis pas d'accord parce que sur toute ouais, la moi dimension du rebond, quand même, OKC, bah, peut vraiment parce qu'il y a pas que tu vois, il y a sur la bataille des possessions, OK, ils peuvent gagner sur la pression défensive, mais ils peuvent aussi perdre. Tu as les Spurs aussi qui, mine de rien, là, on en a pas parlé, mais se renforcent avec Tobias Harris et une équipe qui, en plus, a des arrières qui ont une très forte présence au cercle. Si Victor arrive à éloigner Rudy, enfin, tu te retrouves quand même avec des gros drivers que tu peux plus trop limiter, proche du cercle. Moi, je trouve que c'est quand même un peu
Mais quand même un peu embêtant. Mais dans je finis, c'est quand même un peu embêtant, mais juste ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient arrivés au bout du modèle et donc c'est tout intérêt il fallait changer le modèle, ça c'est top, tu vois? De prendre le risque de changer le modèle. Ah bah, alors, autant sur la sécurisation du rebond dans le format 2025, je veux bien entendre que Randle et Reed jouaient un rôle, autant défensivement, c'était quand même 2 joueurs qui étaient plutôt dans le groupe des moins que des plus défensivement. Donc oui, Ah, mais c'est pour ça que je te parle de bataille des possessions, hein. C'est pour ça que je te parle sauf pour Jokic, ouais, mais après je te parle sur la bataille des possessions, hein. Quand tu vas jouer Houston qui aura peut-être moins blessé que l'année dernière, par exemple, tu vois? Est-ce que, ça peut pas être un peu Houston qui joue très, très grand, est-ce que ça peut être un peu emmerdant? Je dis juste que tu perds ça, en tout cas. Tu oui, perds, oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr que tu perds en puissance. Après, ce que je trouve cool, en fait, dans le fait qu'ils aient récupéré beaucoup de guards, c'est que c'est pas des guards, c'est pas des Ja Morant qu'ils ont récupéré, quoi. LaMelo Ball, il est grand, il est long. Ayo Dosunmu, c'est un super défenseur, il est grand, il est long. Donc mine de rien, oui, tu as perdu en puissance et sur la bataille des possessions, tu es handicapé, mais c'est pas non plus tu vois? On voit des beaucoup petits d'équipes formats, quoi. on voit beaucoup d'équipes qui jouent le rebond offensif, tu sais, à 5 en venant chercher le contact et en poussant dans le dos le défenseur là, qui vous pousse sur de l'exercice Mmh. de puissance. Je pense que Minnesota, ils étaient pas bons à prendre là-dessus. Parce qu'en fait, tu avais Edwards parfois en 1, parfois en 2, avec DiVincenzo, avec McDaniels, puis après tu avais Randle, Gobert. Bon, là, tu peux le faire, cette strat-là, tu peux la faire. Tu vas peut-être te prendre quelques contre-attaques, mais tu vas gagner beaucoup de rebonds, tu vois? Enfin, Après enfin, c'est quelque chose juste de mathématique, mais ils vont effectivement probablement perdre sur la capacité à sécuriser slash aller chercher du rebond offensif. Mais s'ils le récupèrent sur la faculté à exploiter la transition, bah, attends, au final, c'est neutre, tu vois? bah, c'est ce qu'expliquait, très bien, Alan Guillot chez First Team. C'est expliquer que cette, méthode-là de y aller à 5 en poussant dans le dos, en fait, tous les analystes tout le monde fait ça maintenant parce que tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement, tu vas prendre, peut-être 6-8 points en contre-attaque, mais par contre, si tu le fais bien, tu gagnes 10 rebonds offensifs et tu es gagnant dans l'affaire, quoi. Parce qu'en plus, les rebonds offensifs, c'est vite des tirs à 3 points ouverts derrière, donc en termes d'efficacité, c'est un bon play. Je trouve qu'ils perdent un peu là-dessus, mais bon, tu peux pas que gagner, hein, de toute façon, hein. Oui, 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 non, mais de toute façon, bah, le truc, c'est qu'effectivement, ils sont dans ce truc de recherche permanente d'amélioration. Dans la situation financière dans laquelle ils sont, forcément, bah, tu es obligé de faire des choix et après pour eux, l'opportunité, ça va être le moment où Rudy Gobert arrivera en fin de contrat et où tu pourras renégocier un contrat qui est moins gênant s'il est encore, productif, quoi. Ouais, tout à fait. Avec une petite perte de profondeur, faut pas que Lamelo se blesse. Lamelo est quand même en injury prone et Ouais, mais du coup, tu as Dosunmu, tu as toujours Bones Hyland qui, mine de rien, fait une bonne saison. enfin, t'as plus Julius Randle et Nasrin, quand même. Oui, mais tu as récupéré Josh Green et Lamelo pour Oui, un mais tu joueur, sais, donc en si fait, tu as Lamelo se perdu. blesse, comme c'est un joueur assez injury prone, ce qui n'était pas le cas de Nasri et Julius Randle, t'as plus ces Ouais. arguments-là, tu vois? Qui t'aident. Sur la saison actuelle, c'est chiant parce que tu auras que Dosunmu et tu auras pas DiVincenzo, mais bon, si DiVincenzo était là, en soi, on se dirait peut-être même pas ça, quoi. Ouais, je Oui, suis c'est un peu moins pénible, mais d'accord parce que pour du le coup, 2e meilleur joueur, c'est toujours chiant, quoi. ouais, mais du coup, enfin, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une perte de Julius Randle et Nasri qui sont pas remplacés sur ces trucs-là, sur, un peu de profondeur. Ils ont quand même perdu un peu en profondeur, moi, je trouve. Alors, ouais, je sais pas, à voir. Un peu en lourdeur et en profondeur intérieure. De la même façon, d'ailleurs, si Rudy qui est très, très fiable, si Rudy Gobert se blesse, c'est la merde, hein, aussi, hein. Ah, par contre, là, c'est la catastrophe parce que je pense qu'ils partent du principe que Rudy Gobert est toujours disponible. Si Et jamais ça n'arrive pas, d'un coup, tu te retrouves avec, là, en l'état, tu as juste Bérenger derrière, quoi. mais un joueur hyper fiable, Rudy, qui se blesse, très, très peu et qui est vraiment, vraiment très, très fiable. Ultra, très, très fort. Jérém, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait un bon tour, là, Ouais, autour de tout ça. bon, on a fait 1 heure et demie, hein, c'est ce qu'on s'était dit, on Je est pense que loin c'est de un l'heure qu'on podcast avait qui est bien prévue. à écouter en chapitré. C'est une Ouais, bonne occasion de l'écouter en bah, chapitré parce qu'on a fait un bon bout sur chacun d'entre eux. Nous, on est curieux d'avoir vos avis sur ces, différents trades. N'hésitez pas à nous le donner. On sera curieux d'échanger, avec vous. Est-ce que tu vois un dernier élément à dire, Jérémy? écoute, non, je pense On a qu'on a dit tout assez dit. de Bon, choses. on trouvera une autre occasion de parler de John Collins, de Tobias Harris. On voulait vous parler de Tobias Harris au début, mais on s'est dit que 5, ça allait largement suffire et que sinon, ça allait être interminable. Et donc, je n'en dis pas plus. On s'arrête là. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce pour pouvoir nous soutenir et puis à poser vos questions. On se fera un plaisir d'échanger. Restez connectés. On trouvera, je crois, très rapidement de quoi parler. À plus.